Allez, c'est parti pour 2 heures de live sur Twitch. Un live assez chouette, assez, enfin on espère en tout cas, assez chouette parce que il y a plein d'acteurs très différents qui sont réunis ici, qui sont réunis dans le lycée Pierre Bourdieu depuis 2 jours. Donc il y a eu mardi dernier et aujourd'hui le centre d'accueil jeune de Frontenay, de la communauté du Frontenay, pardon. Organise du coup des interventions, des rencontres avec les lycéens sur la question du numérique de manière très globale, très vaste. Et l'idée, c'était de finir par ce live Twitch en essayant de réunir tous ceux qui ont pu participer et d'autres à ces temps-là, et puis d'évoquer ces questions pendant 2 heures du numérique, des écrans, de ce qu'on y fait, de comment ça marche, etc. Je vais essayer de présenter tout le monde très rapidement et qu'on se lance rapidement dans le sujet. On va aller de droite à gauche. Donc on commence par toi, Pierre, Pierre Catou. Pierre, tu travailles au CRIJ, mais surtout tu as fondé une association qui s'appelle ICAR. Tu t'intéresses depuis longtemps à la question du numérique et peut-être plus particulièrement du jeu vidéo, tu vas nous le dire. En tout cas, des pratiques numériques et des nouvelles technologies. Tu essayes de faire une sorte de vulgarisation et surtout de créer des espaces un peu d'échange autour de ces questions-là. Est-ce que j'ai tout bon ? Pas mal, très bonne audio. Merci. Merci Pierre. Eric, je te connais moi. Tu as pratiqué pendant 10 ans, c'est ça ? Le jeu vidéo dans ton travail, c'est-à-dire tu travailles dans un centre fermé et du coup tu as proposé un espace autour du jeu vidéo que les usagers du coup puissent venir pratiquer du jeu vidéo, et ça t'a permis de créer un lieu d'échange et de regroupement, et tu pourras nous en parler et rebondir un peu là-dessus. Yann Leroux, bonjour Yann. Toi tu es pédopsychiatre ou non ? Non. Pas du tout. Psychologue. Tu es psychologue, pardon. Je suis psychologue. Ok. Et du coup, depuis longtemps, tu t'intéresses à ces questions du numérique et peut-être plus particulièrement du jeu vidéo ou des questions numériques ? Depuis aussi longtemps que Pierre, qui peut-être a même commencé avant. Qui peut-être a même commencé un peu avant moi. Je suis rentré dans les histoires du numérique par le jeu vidéo, et ensuite mes champs d'intérêt se sont un peu élargis, puisque le numérique ne concerne pas que le jeu vidéo. Bien Maintenant, il y avait le web à l'époque, à la grande époque, le web 2.0, et puis ensuite on a basculé sur les réseaux sociaux, sur la téléphonie mobile, et maintenant le numérique est un peu partout. Donc comme psychologue, je m'y intéresse. Ok, chouette. L'idée de vous trois, c'est de pouvoir rebondir un peu aux réactions et aux questions et aux échanges qu'on a eus avec les lycéens, et nous apporter un peu des prises de recul, des éclairages sur tout ça. On est le Muppet Show de l'émission Twitch. Exactement, les petits vieux qui gueulent au-dessus au balcon, là, c'est vous. Mathieu, Mathieu Sanchez, du coup, tu es un peu le coordinateur de tout ça. Tu as mis en place, en tout cas, tu es le lien entre beaucoup d'entre nous là-dedans. Du coup, tu peux peut-être nous expliquer un peu le contexte. Tout à fait. Donc je suis le coordinateur des centres animation jeunesse du Frontenay, de la communauté de communes du Frontenay. Et donc moi et mes équipes, donc des cages du Frontenay, on est à l'initiative de cette action. Et j'ai eu le rôle de un petit peu faire que tous ces participants, les lycéens, le lycée, les intervenants s'agglomèrent autour de ce projet, et qui aboutit aujourd'hui donc à ce live. Donc voilà mon rôle. On va te redonner la parole très vite parce que vous avez fait un sondage et du coup ça peut être intéressant de rebondir sur ce sondage pour démarrer. Alexis, Alexis, donc toi tu as fait un micro-trottoir pendant les 2 jours et tu as été interrogé les lycéens, pareil, et du coup on reviendra donc très vite. Dans ce contexte-là, effectivement, donc avec Xavier, qui est également directeur d'une structure jeunesse comme moi-même, et deux autres collègues, Laurie et Claire, qui sont aussi directrices sur la communauté de communes et sur la jeunesse. Donc mardi, nous on a interrogé dans le cadre d'un petit peu micro-trottoir une centaine de jeunes, sur 3 questions simples, l'usage un petit peu qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils font sur Internet, avec qui ils partagent ces moments numériques, et également la durée passée un petit peu sur les écrans. Donc on a ressorti... D'accord. On peut en parler, on va continuer le tour et puis on en reparle après. Pardon. Sans problème. Guillaume, alors ouais,
je veux bien que tu lui files le micro à Mathieu. Guillaume, tu es mon collègue. On fait partie de la même association, on fait partie de l'association Synapse. Du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fout là? Ouais, on pratique l'EMI du coup depuis quelques années maintenant et on intervient principalement dans les milieux scolaires et on propose des ateliers où on discute des pratiques, des usages des écrans avec beaucoup les adolescents et on s'amuse surtout à les décrypter avec eux, les décoder, que ce soit la télé-réalité, le réseau social Snapchat, le métier d'influenceur, d'influenceuse, etc. Voilà, on s'intéresse beaucoup à leurs pratiques et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est voir un peu nous les retours terrain qu'on peut avoir sur ces questions-là et les comparer avec d'autres professions qui sont aussi en lien avec les ados, les écrans, le numérique, etc. Merci. Et je me tourne vers vous. Ouais, enfin. Est-ce que on peut avoir vos prénoms? Vous êtes donc lycéenne ici à Pierre-Bourdieu. Peut-être nous expliquer ce que vous avez vécu aussi, peut-être dans les ateliers que vous avez pu vivre ici. Allez-y, je ne sais pas qui commence. Alors, du coup, moi, c'est Camille et je suis en seconde 4 au lycée de Fronton. Et dans les interventions qu'on a eues mardi, on a commencé par faire un décryptage de la télé-réalité. Et ensuite, l'après-midi, on a fait des ateliers avec un sondage précisément. Moi, c'est Félicie, je suis aussi en seconde 4. Donc, pareil que Camille, on a fait un décryptage. On a regardé un peu comment ça fonctionnait, comment on pouvait créer les télé-réalités, etc., etc. Et ensuite, on a fait le quiz, le sondage. Et on a aussi joué à un jeu sur l'influence, etc., etc. Bonjour, donc moi c'est Chloé, je suis aussi en seconde 4 et du coup ils ont déjà un petit peu tout dit, mais on a pu faire des décryptages, aussi on a fait des petits jeux et des petits défis toujours autour de la thématique des réseaux sociaux et du numérique. Merci beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète à tout le monde, l'idée c'est vraiment d'échanger, de partager. On va partir un peu des constats à travers les sondages et le micro-trottoir qu'on a fait pour pouvoir démarrer un peu la discussion, mais il ne faut pas hésiter à s'arrêter, rebondir, commenter, ajouter des commentaires les uns et les autres par rapport à tout ce qui sera dit. Alexis, tu étais bien parti. Oui, pardon, merci. Donc je disais oui, sur 100 jeunes environ interrogés, au niveau des usages. On différencie une utilisation entre filles et garçons. Chez les filles, c'est beaucoup les réseaux. Les réseaux qui ressortent, c'est Insta, TikTok, Snapchat, voilà. Pas mal de musique aussi. Et également pas mal de lecture, de mangas, romans. Voilà pour les filles. Chez les garçons, on va être pas mal sur le jeu vidéo, YouTube, pas mal de films avec différentes plateformes, musique également. Okay. Et un réseau qui ressort et qui réunit tout le monde, c'est WhatsApp, avec beaucoup l'échange et la communication en famille. Voilà. Sur ça, ce qui ressort pas mal aussi, c'est que sur les réseaux, finalement, ils sont pas mal entre eux. Ils consomment de la vidéo, des petites choses assez brèves, mais ils partagent finalement très peu, ils échangent beaucoup entre eux. Et sur les temps passés, en semaine, la moyenne est autour de 4 heures semaine. Et en revanche, sur le week-end et vacances, là on monte assez rapidement. Si on fait une moyenne, on est à minima à 6 heures par jour. Voilà. Et une petite chose également pour conclure qui ressort, c'est pratiquement un quart des utilisateurs de réseau, donc pour des lycéens, et pour utiliser leurs mots, ils trouvent choquant que dès l'élémentaire, les enfants qui sont en CE2, CM1, CM2, utilisent et soient présents sur les réseaux. Voilà. Que leurs petits frères et leurs petites sœurs aient accès aussitôt, c'est ça. Du coup, à eux, ce qu'ils ont eu accès. À ce qu'ils ont accès aujourd'hui. C'est intéressant, je pense qu'on y reviendra et on rebondira un peu là-dessus. Ouais, voilà. Merci Alexis. Et donc en parallèle du micro-trottoir qui était mené par Alexis et Xavier, avec plusieurs, Claire, Nicolas, Laurie, Laure, Maëva, on a accueilli 9 classes de seconde et on leur a demandé de répondre à un petit questionnaire
sur les pratiques numériques et un certain nombre de points. Et il y a quelques éléments qui sont ressortis, qui sont assez intéressants et qui permettent un petit peu effectivement d'introduire ce temps-là, sachant qu'il y a plus de 130 lycéens de seconde qui ont répondu à ce questionnaire. Ce qui ressort sur les pratiques, c'est que les pratiques numériques sont très 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 étendues sur tout ce qui concerne les contenus culturels. Donc vidéo, musique, c'est à chaque fois plus de 90% des sondés qui pratiquent. Les jeux vidéo, on est sur plus de 60%. Et ensuite, dans les choses très très présentes, c'est évidemment les réseaux sociaux et la communication avec les proches, ce qu'évoquait Alexis, notamment WhatsApp. Et ensuite, je ne vais pas revenir, mais les réseaux sociaux qui sont ressortis sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les lycéens, c'est Instagram en premier, et ensuite, très proche derrière, Snapchat, TikTok et WhatsApp. Facebook est déserté, on ne va pas se mentir, c'est moins de 10%. Et puis ensuite, Messenger est un petit peu au-dessus, mais très peu. Donc voilà pour les pratiques. Et ensuite, sur le temps d'écran, en fait, ça vient confirmer un petit peu ce qu'évoquait Alexis, sachant que il y a 61,3%, pour être précis, des lycéens interrogés qui passent plus de 4 heures sur des écrans quotidiennement. Sachant que pour certains d'entre eux, c'est plus de 6 heures devant un écran quotidiennement. Et pour 55% d'entre eux, ils ont 3 ou plus écrans dans leur chambre. Donc voilà. Et ensuite, sur les autres questions, j'y reviendrai plus tard. Ça sera sur la deuxième partie du live. Carrément. Est-ce que vous auriez une première réaction là sur le sondage? Est-ce que ça vous paraît juste par rapport à vous, ce que vous vivez, ce que vous voyez dans votre classe, que vous discutez sur ces pratiques, sur cette différence entre filles et garçons, par exemple? Moi, ça me paraît assez correct, assez juste. Enfin, on va dire la moyenne, c'est pas... Enfin, voilà quoi. Ce qui me choque entre guillemets le plus, je pense, c'est, choque, c'est un grand mot, c'est plus les écrans ou le nombre d'écrans par chambre, bref, voilà quoi, c'est un peu beaucoup je trouve. Mais voilà, sinon je pense que tout ce qui est réseaux sociaux aussi, etc., tout est assez correct et juste. Mais moi, ça va, ça me choque pas trop pour le nombre d'écrans, parce que si on pense bien, il y a le téléphone, puis on a l'ordi qu'on a eu de la région, puis certaines personnes ils vont avoir peut-être une tablette ou une télé, donc ça grimpe très vite au final. Et ça dépend de ce qu'on y fait. Oui, aussi. Clairement. Est-ce que sur la table à côté, vous voulez réagir à ces premiers chiffres du coup qui ont été donnés sur les consommations, sur le nombre d'heures, sur le nombre d'écrans, sur... Bien, bravo, parce que ça rejoint les enquêtes qui ont été faites en France ou les études qui nous viennent d'Angleterre ou des États-Unis. On retrouve à peu près les mêmes tendances. Hein. Les filles déclarent être plus sur les réseaux sociaux et déclarent l'utiliser pour maintenir ou enrichir leurs relations sociales, en tout cas pour parler de ce qu'elles ont fait pendant la journée, de ce qu'elles vont faire le lendemain, alors que les garçons déclarent plus facilement jouer aux jeux vidéo. Donc il y a vraiment cette dichotomie qui commence à partir de la seconde partie de l'adolescence. Hein. Chez les collégiens, c'est moins marqué, mais plus on rentre dans l'adolescence, plus on arrive à une distribution de ce type-là. Donc, après, ils ne sont pas loin de la normale ici, par rapport à ce qu'ils nous disent. Il me semble que c'est complètement normal et que, comme psychologue ou comme psychothérapeute, ce qui peut inquiéter ou au moins poser question, c'est ceux qui sont off the grid. Ça existe, hein. Vous avez des adolescents qui disent moi je veux pas être repéré, je veux pas de cette société et je vais développer un système de vie qui est complètement à part. Ok, ça peut être quelque chose. Vous avez aussi des personnes qui sont en dehors du réseau, pas par choix, mais tout simplement parce qu'elles habitent dans une zone blanche, ça peut arriver, ou qu'elles n'ont pas les moyens financiers de s'acheter le matériel. Donc tout ça pour apporter un peu de nuance. Hein. C'est vrai que les adolescents sont très très connectés, mais ils ne sont pas tous connectés de la même façon en fonction de leur âge, de leur sexe, et puis aussi de leur milieu social.
Est-ce que vous avez l'impression par rapport à la multiplicité des écrans, la multiplicité des offres qu'il y a sur les écrans, c'est-à-dire que sur son smartphone on peut jouer, on peut aller sur le réseau social, on peut aller sur Netflix, on peut aller sur YouTube, etc., etc. Sur la tablette c'est la même chose, on peut avoir une console, on peut avoir la télé du coup, et peut-être aussi la télé dans sa chambre des fois. Donc c'est très riche du coup, il y a vraiment tout un univers. Est-ce que c'est facile d'aller choisir ce qu'on aime, c'est facile de se constituer un peu son univers à travers ça? Est-ce que c'est son univers personnel ou est-ce que c'est un univers un peu partagé? Comment vous voyez ça? Mais moi, je pense que en vrai, ça dépend. Mais par exemple, si on prend l'exemple de TikTok, il y a la page qui s'appelle For You, pour toi. Et en fait, c'est une page qui va être, je pense, les algorithmes, en fonction de ce que tu likes, ça va te mettre ce que toi tu aimes. Donc du coup, chaque personne, ils ont leurs différents For You, différents pour toi, en fonction de ce qu'ils aiment, ce qu'ils like et tout ça. Ouais. Donc. Ok. Moi, je pense que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en lien avec le numérique, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les applications, les films, etc., etc. Donc, c'est très facile de se retrouver, de choisir ce qu'on aime, de aussi trouver d'autres personnes qui aiment les mêmes choses. Et du coup, oui, on est très vite attiré par ce qui nous attire. Ouais. Moi, je suis d'accord avec les filles, mais après, ça dépend de chaque personne. Du coup, par exemple, nos parents, ils peuvent être plus stricts par rapport au numérique. Par exemple, je peux mettre un temps d'écran ou alors dire cette série, je veux pas que tu la regardes parce que c'est trop violent. Ou alors, tout simplement, les parents, ils vont être souples sur ça, donc ils vont faire ce qu'ils veulent. Ok. Je sais pas si vous voulez. Juste intervenir sur. On pose toujours depuis des années la question quand même du temps d'écran. Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est très très important. Je pense que si pas mal de jeunes nous écoutent aujourd'hui, moi personnellement en tant qu'adulte, c'est pas ce qui va m'intéresser, le temps que tu vas passer sur l'écran. Ce qui va m'intéresser, c'est quand même le contenu. Et d'ailleurs, vous soulignez un truc qui était quand même sympa, c'est, j'ai envie de vous poser une question. Moi, est-ce que dans cette bulle de filtre, tu sais, de ce qu'on va te proposer au fur et à mesure, est-ce que vous arrivez de temps en temps à lui mettre un petit peu des petites esquives, ou est-ce que vous restez toujours dans votre bulle de filtre et que ça vous va très bien comme ça? Est-ce que la bulle de filtre, vous voyez ce que c'est du coup? Voilà, c'est cette histoire d'algorithme qui tourne pour vous et justement qui vous permet d'avoir des choses qui vous aiment, que vous aimez, pardon. Moi, ça correspond à ce que j'aime, donc voilà. Mais je pense, dans un sens, on peut dire que notre bulle, si elle est adaptée entre guillemets pour nous, la plupart des gens vont se dire pourquoi la changer. Enfin, c'est justement quelque chose qui est créé par rapport à ce que j'aime, donc la changer, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais aujourd'hui, on a aussi parfois la possibilité de dire, par exemple, certaines vidéos que l'on n'aime pas, ou des choses comme ça, dire je n'ai pas aimé cette vidéo et changer, et pour la modifier et pour en faire une mieux adaptée. Non, moi personnellement, je la change. Ça veut dire, en fait, je fais en fonction. Si j'aime beaucoup un truc, je vais liker. Ou si, par exemple, je vois il y a un truc qui vient beaucoup, je vais y passer. Ou je vais, par exemple, taper sur la barre de recherche certains hashtags ou des trucs comme ça. Non, moi, je fais très attention. Je fais mon propre truc. Tu essayes d'influencer ton algorithme, oui, du complètement. coup. Ok, c'est chouette. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant parce que ça montre qu'il y a plusieurs façons d'utiliser le réseau. On peut le surfer tranquillement. Le réseau apporte quelque chose. On pense que c'est suffisamment bon et suffisamment bien, donc on reste dans cette vague-là. Mais si on désire une vague qui est plus rapide ou plus grosse ou qu'on ne veut pas se faire enfermer dans le short break, on peut décider de swapper rapidement pour éviter une vidéo, pour que l'algorithme comprenne que ce n'est pas le genre de vidéo que l'on aime. Si quand on regarde une vidéo, on augmente le son, qu'on la regarde 3-4 fois, l'algorithme, qui est pourtant très très bête, se dit très probablement cette vidéo est intéressante. Pour les médias comme TikTok, je crois que c'est pas tellement important c'est pas tellement grave de rester dans la même bulle de filtre, parce que ce sont des vidéos qui sont courtes, ce ne sont pas des conversations. Mais sur les réseaux sociaux où il y a des conversations, je pense que c'est vraiment important de maintenir un petit pourcentage de gens qui ont une musique qui est complètement différente. Des gens qui ont des opinions que l'on trouve problématiques, idiotes, pour quand même avoir une vision générale de ce qui se dit sur le réseau. Sinon, on reste entre soi, on contribue à la polarisation des opinions, et finalement, on a l'espace public qui se casse en plusieurs parties, et parce qu'il n'y a plus de passerelle qui permet aux gens d'échanger et de créer des consensus.
Sachant que l'algorithme, on peut supposer que l'algorithme de TikTok est assez simple, puisqu'il est basé sur les thèmes qu'on choisit au départ et ensuite sur les vidéos qu'on va regarder plus ou moins. Un algorithme d'Instagram, par exemple, est probablement beaucoup plus complexe, puisque c'est lié aux posts qu'on va regarder, c'est lié aux discussions qu'on va avoir, c'est lié à beaucoup plus de données, mais peut-être je me trompe. Pierre veut répondre. Voilà. Alors, pour faire de la veille, hein, c'est mon job numéro 1 en vérité. Je ne parle pas beaucoup, par contre, j'ingurgite beaucoup. Voilà. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux numériques et tout ça. TikTok, je le suis depuis qu'il a basculé de Musical.ly et qu'il a été racheté. Bon. Je le suis et son algorithme a quand même vachement évolué et il est même vachement plus flippant que Instagram. D'accord ? C'est-à-dire que vous restez 6-7 secondes sur quelqu'un qui joue avec son chien, d'accord ? Même si vous n'êtes pas abonné, hein. Vous swipez, on est bien d'accord, vous tombez sur un truc qui va avoir une relation, même infime, avec du canidé ou avec quelqu'un qui joue. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'algorithme est tellement bizarre qu'il va vous retrouver toujours avec des petites choses et il essaie toujours de vous raccrocher à ça. Et ces petits marqueurs, en vérité, sont des marqueurs qui vont vous construire tout doucement dans ce que vous aimez consommer. Tu vois, c'est encore plus complexe encore qu'Instagram. Voilà, il ne faut pas le sous-estimer. Voilà. Enfin, il faut être sérieux. Moi, si j'étais développeur et que je travaillais chez Instagram, Facebook ou Meta ou que sais-je, mais j'utiliserais toutes les données que donne le téléphone. L'accéléromètre du téléphone, est-ce que la personne tremble quand elle regarde une vidéo ? C'est peut-être qu'elle est très fatiguée, peut-être qu'elle est prise d'émotion. Ça peut être un indicateur intéressant. Le lieu, on ne regarde pas les vidéos au même endroit. Est-ce qu'elle se déplace immédiatement après avoir regardé la vidéo ? Avec quelle vitesse ? Enfin, il y a tout un ensemble de données qui sont disponibles sur nos smartphones et je n'imagine pas une seule seconde que les développeurs n'utilisent pas toutes les données qui sont à leur disposition. Je voudrais revenir peut-être à ces échanges qu'on a sur les réseaux, mais même du coup qu'on peut avoir ici au lycée sur des choses qu'on a vues sur TikTok, sur YouTube, sur tout ça. Est-ce que c'est des moments importants ? Est-ce que c'est important d'y être pour pouvoir partager justement des choses et partager sa culture ? Ou est-ce que c'est deux mondes vraiment différents ? Le monde quand on est ici et le monde quand on est sur Internet, quoi qu'on y fasse. Oui, je pense que c'est très important. Enfin, après, je pense que c'est quand même une part importante parce qu'après au lycée, on va reparler de certaines choses. Moi, je sais par exemple que j'ai pas eu les réseaux sociaux jusqu'à l'année dernière en 3e et je les ai justement installés parce que tout le monde en parlait et que je me sentais très exclue par rapport à ça parce que du coup je voyais pas de quoi ils parlaient. Et même maintenant avec TikTok, ils ont une nouvelle fonctionnalité où tu peux repost et du coup en fait tes autres amis sur la plateforme, ils peuvent voir en fait ce que tu as repost et du coup ça fait, ou même on va avoir des fois les mêmes vidéos en commun dans le commentaire. Ah, t'as vu cette vidéo ? Ah oui, je l'ai vue. Donc voilà. Je suis assez d'accord avec Chloé, c'est quelque chose qui maintenant fait partie d'à peu près toutes nos vies, donc c'est quelque chose qu'on partage tous. Souvent sur les réseaux sociaux, on a nos amis, donc c'est souvent quelque chose dont on va reparler, donc c'est pas important, mais c'est une part importante de nos vies. Et aussi parfois on partage ce qu'on a vu, donc des vidéos par exemple sur TikTok ou sur Instagram, et après on va reparler par exemple au self, on dit ah j'ai vu cette vidéo, elle était super drôle, regarde par exemple ce youtubeur, on va partager ce qu'on aime avec les autres et ça vient des réseaux. Et est-ce que, comme le disait Alexis tout à l'heure, qui était avec nous, qui a fait ce micro-trottoir, il y a vraiment une différence dans les pratiques des filles et les pratiques des garçons, ou est-ce qu'il y a des choses que vous échangez aussi entre filles et garçons ? Est-ce que vous sauriez me dire ça ? Je pense que sur TikTok, il y a les deux genres, alors que par exemple les jeux vidéo, il va plus avoir des garçons que des filles. Enfin, moi personnellement, je joue pas et les personnes que je côtoie non plus, donc c'est plus genré pour les jeux vidéo. Pareil, après je pense qu'il y a beaucoup moins, on va dire, de garçons qui vont peut-être... ça va être moins partagé entre les deux genres. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que je ressens moi. Je vais plus partager des vidéos avec des amies filles parce que je sais que, par exemple, elles vont plus y être intéressées ou elles vont être tout simplement sur le réseau social. Alors que certains garçons, je sais que, par exemple, dans les couloirs ou dans la cour de récréation, ce qu'ils vont se partager, c'est plus des jeux, des choses comme ça.
Oui, je n'ai rien à rajouter. Merci. Je sais pas si... Ouais. Finalement, je me pose la question, qu'ont changé les réseaux dans la vie des êtres humains qu'on appelle des adolescents? Parce que du point de vue de l'identité et du développement, par exemple, c'est vrai que ce que vous soulignez, c'est ce caractère un peu dangereux, malveillant de l'algorithme. En même temps, ce côté fermé, est-ce qu'il n'a pas quelque chose de positif au niveau de l'identité? Moi, à mon époque, c'était soit Beatles, soit Rolling Stone. Et c'était très tranché. Alors, je ne veux pas faire le vieux con, mais en même temps, il y avait la notion d'identité. Comment on se retrouve dans un autre qui est différent, mais pareil aussi. Et pour le coup, dans ce registre-là, ça ne m'inquiète pas, la fermeture. Moi, je pourrais me dire, finalement, pourquoi accepter, ça c'est l'autre registre, ce côté passif face aux algorithmes? Pourquoi on l'accepte? Ça me paraît plus important. Si on le réfléchit en termes de ce que ça peut nous amener dans le lien, les uns aux autres, donc du côté positif, je trouve que l'utilisation que vous en avez est super intelligente, vraiment. Donc voilà pour l'instant. Alors, moi, j'aurais plein de questions auxquelles il ne faut pas donner de réponse, mais franchement, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir comment ça se passe, la première installation d'un compte de réseau social quand on a 13-14 ans. Est-ce qu'on le fait avec son cousin, sa cousine, les copains, les copines? Qu'est-ce que l'on vit la première fois où on a le splash screen et puis on a la For You page de TikTok qui s'ouvre? Est-ce qu'on cherche ses copains, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec les copains qui ne sont plus des copains et qui sont les copains sur le réseau social? Est-ce qu'on les banne? Est-ce qu'on ne leur répond plus? Est-ce qu'on s'amuse à les harceler un peu? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne sont pas encore des copains et des copines et dont on voudrait qu'ils soient des copains et des copines? Quels sont les signes de politesse ou d'hospitalité numérique que l'on peut avoir? Est-ce qu'on débarque comme ça dans le réseau social de la personne en disant « Ah ouais, ajoute-moi en ami » ou est-ce qu'on se croise un peu dans les couloirs et puis on s'échange, etc. Donc il y a tout un pan des pratiques numériques adolescentes qui sont encore méconnues et ce serait vraiment très intéressant de pouvoir les creuser un peu plus. Est-ce que vous avez retenu toutes les questions Il ne faut pas y répondre. Hein. qu'a posé Yann? Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Yann? La première chose déjà qu'on fait, c'est on mentionne notre date de naissance. Parce que si on ne fait pas ça, après, on a plein de restrictions. Exactement. Et après, l'autre chose, c'est qu'en fait, ça te dit, par exemple, les amis en commun. Donc, ça veut dire, par exemple, cette personne que tu suis est aussi abonnée à cette personne. Et du coup, on va plus avoir tendance. Et du coup, souvent sur les réseaux sociaux, on va avoir beaucoup plus d'abonnés qu'on a vraiment d'amis en vraie vie. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile si c'est des amis ou comme ça. Enfin, il n'y a pas de règle de politesse ou quoi. Il y a juste, après, je sais pas, c'est pas comme ça avec toutes les filles, mais souvent, par exemple, si il y a une amie, elle va avoir son ex ou quoi, on va devoir tous se désabonner à lui. Mais sinon, voilà. Pour tout ce qui est première utilisation, etc., je pense que ça dépend de chaque personne. Par exemple, on va peut-être installer si on configure nos premiers réseaux sociaux avec un cousin, une cousine, une amie, c'est peut-être parce que plus on a besoin, entre guillemets, on ne connaît pas trop, c'est le début, donc on peut avoir besoin d'aide. Ou sinon, tout simplement, on découvre par soi-même. Pour les premiers amis, etc., c'est souvent, je pense, avec les contacts, parce qu'ils ont accès à nos contacts, et donc ça nous dit qui est ami, qui est sur, par exemple, Instagram ou quoi. Et voilà, et après, ça se fait... ils nous mettent des posts, on va dire, au pif. Ils mettent un peu de tout, et c'est avec ça que l'algorithme se crée, et puis voilà. Moi, j'ai rien à ajouter. Alors, je voulais rebondir sur... je vais poser peut-être une question, mais peut-être j'y répondrai aussi, comme ça c'est plus pratique. Là, vous avez vu ce qu'on est en train de faire encore gentiment, c'est que même dans l'étude, et on l'a tous fait, la même bêtise, c'est qu'on est en train de dire, bon, les filles sont plutôt au réseau social numérique et les garçons jeux vidéo. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas un réseau social numérique? Bon, ça c'est la première question que je pose. Vous voyez, on ne se socialise pas de la même manière, mais est-ce que c'est pas un réseau social numérique? Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, ce qui est important aussi dans cette question de l'étude que vous avez fait remonter, là, même micro-étude, c'est la question du contrôle social. Ça veut dire que, sans le savoir, j'essaie de vous réveiller, là, sans le savoir,
vous avez des pratiques culturelles que vos parents ou que la société vous a un petit peu aussi dictées. Parce que le jeu vidéo encore aujourd'hui, moins qu'aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est un peu oisif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es devant une console ou un truc, tu as l'impression de ne pas être productif. D'accord ? Et ça, encore aujourd'hui, en France, vous pouvez le demander aux parents, ils vous répondront qu'ils préféreraient voir un mec être plus oisif qu'une fille. Ça, c'est en tout cas les témoignages que j'ai moi des parents. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est que peut-être que si vous n'allez pas dans le jeu vidéo, c'est peut-être qu'on vous a juste dit non mais attends, il vaut mieux que tu bouquines ou alors que tu ailles, je sais pas, que tu sortes. Enfin là, ça c'est de la production. Par contre, le jeu vidéo pas. Et enfin, je vais finir rapidement. Le problème du jeu vidéo encore aujourd'hui, bien que ça s'est vachement amélioré, c'est qu'encore que les contenus sont hyper masculins, voire même hétéronormés, quoi. Tu vois ? Donc ça peut-être ça attire pas beaucoup aussi ce public-là. Voilà. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Avant qu'elle reprenne la parole, pardon, tu as complètement raison sur tout ce que tu dis. Et une des raisons aussi, probablement, qui fait que les filles ont plus de recul avec le jeu vidéo, c'est la manière dont elles peuvent être accueillies. Quand elles sont perçues, ou quand on sait que c'est une fille sur un jeu vidéo en ligne, on sait que ça va tout de suite, il va y avoir des propositions de la part de mecs qui sont très déplacées, que ça va générer du harcèlement, etc. Donc évidemment que c'est aussi un des leviers qui fait que t'as pas franchement envie de t'afficher en tant que fille dans un jeu vidéo, en ligne, encore une fois. Où tu vas passer sur des systèmes de jeux vidéo qui sont différents. Il y a aussi des jeux vidéo qui sont très genrés, avec plutôt connoté garçon, plutôt connoté fille, etc. Donc, bon, bien sûr que ça joue aussi sur les pratiques des uns et des autres. Alors je suis complètement d'accord pour tout ce qui est, on va dire, stéréotype du jeu vidéo, etc., etc. Il y a de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux où des garçons, par exemple, font exprès de faire genre qu'elles sont des filles pour voir justement la réaction. Et c'est toujours la même chose. Ah, tu es une fille. Ah, je vais te défoncer au jeu. Ou enfin, des choses comme ça. Et, et du coup, voilà, c'est toujours la même chose. Puis je pense aussi que ça se fait pas forcément qu'avec les parents. Du coup, quand par exemple, une jeune fille juste va vouloir jouer avec ses copains, on peut avoir différentes réactions. Mais ça peut souvent être, par exemple, ah, tu sais pas jouer. Ah, c'est quoi ton niveau? Ah, t'es nul. Et ça peut être très souvent, ça nous désintéresse de la chose et on se dit c'est bon, je vais arrêter, il n'y a personne qui joue, de mes amis ou des gens avec qui je vais apprécier jouer, et du coup ça nous désintéresse, et je pense que ça fait aussi le fait que y ait beaucoup plus de garçons qui jouent que de filles. Oui, et puis aussi, après, moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais mon frère, il y joue et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez violent. Après, j'ai pas envie de stéréotyper, de faire des stéréotypes. Mais c'est que c'est quelque chose qui va... après, on parle de ça en SES et tout ça, mais les garçons, dès leur plus jeune âge, ils vont vraiment être... qui sont forts, ils vont se bagarrer et tout ça dans la cour, et du coup on va retrouver ça dans les jeux vidéo. Et les filles, dès leur plus jeune âge, on va leur dire non mais il faut pas se battre et tout ça, on joue pas au foot ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est juste une continuation de tout ça. C'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait exact, parce que je partage cette idée. C'est vraiment une construction sociale, et c'est très problématique pour les filles, parce qu'on désarme les filles pendant leur enfance, et une fois qu'elles sont adultes, on leur dit, mais enfin, il faut quand même un peu te battre pour être au même niveau de salaire et imposer tes droits à un monde qui est dominé par les hommes. Mais on oublie que pendant toute leur enfance, on leur a appris à être plutôt sage, bien ordonné, à ne pas répondre, à baisser les yeux, à ne pas être effronté, alors que les garçons, on leur apprend exactement l'inverse. Donc quand elles arrivent dans un jeu vidéo qui est de fait, parce que c'est quelque chose d'interactif, organisé autour de la rivalité, de la compétition, souvent elles n'ont pas les armes. Il y a aussi le fait que les réactions très primitives, violentes et agressives des garçons arrivent quand les filles sont compétentes. Lorsqu'une fille arrive dans un jeu vidéo, elle dit « Ah, je ne sais pas jouer, j'y arrive pas », vous avez une meute de garçons qui proposent leur aide, des garçons ou des hommes. Hein. Moi, je suis sur des forums, des groupes de joueurs de World of Warcraft, moyenne d'âge 45 ans. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a un pseudo féminin qui arrive et qui dise je veux commencer à jouer, qui m'aide, pour qu'il y ait 40 gars qui disent moi, j'ai rien à faire, en fait, je vais t'aider. Hein. Donc, quand les filles se présentent en position basse, les garçons ne sont pas agressifs. Quand elles sont à la même hauteur que les garçons deviennent agressifs. Ce qui veut dire qu'il y a aussi tout un ensemble de tactiques féminines
qui contourne l'agentivité masculine, qui contourne la violence des garçons et qui se sert de leur réaction complètement bête pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et je pense qu'elles ont tout à fait raison de faire comme ça. Eric, toi, dans ton expérience, c'était un centre fermé mixte, il y avait des filles et des garçons, et donc dans tes groupes, des filles et des garçons? Oui, c'était... Et du coup, ils jouaient ensemble? Ah oui, ils jouaient ensemble. Après, moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais mis du côté du genre. C'est vraiment du côté de la domination simple. C'est-à-dire que, tu as raison, si on est meilleur que l'autre, forcément que ça va attirer beaucoup plus de processus de haine, entre guillemets, parce que c'est que ça. Donc pour le coup, qu'on soit l'homme ou la femme à abattre, on est à abattre. Moi, je me rappelle au tout début de FIFA, quand il y a eu commencé à avoir la possibilité de jouer en ligne, ça se faisait match après match. Il n'y avait pas de championnat comme maintenant. Donc il était très facile de se déconnecter une fois qu'on perdait un match et de ne pas aller jusqu'au bout. Moi, je ne supportais pas ça. À partir du moment où je gagnais, je suis désolé. Le mec, au bout de 5 minutes, il se déconnectait. C'est insupportable parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et le lien, pour le coup, il est juste sur de la haine, en fait. Et c'est vrai qu'il commençait à y avoir, rien que sur des messages d'à côté, bon, je passe tous les gros mots, etc. Mais pour le coup, ça arrive très vite. Donc je pense que pour pas qu'il y ait ce genre d'invective qui se passe du côté de la domination, moi j'ai jamais été partisan de laisser les jeunes seuls face à ça. C'est pour ça que j'avais créé ce temps ensemble, parce que la seule façon d'éduquer les jeunes et de les aider à avancer pour pas reculer face au réseau ou aux jeux vidéo qui ne sont pas forcément en réseau, il faut y être avec eux. Voilà. On arrive vers la fin de cette première heure, de cette première partie. Moi, j'aimerais bien qu'on évoque dans cette idée des pratiques qu'on peut avoir les uns les autres sur ces écrans, la question de l'information, notamment parce que en ce moment, on est en train de vivre deux actualités fortes qui sont cette guerre en Ukraine et cette future élection présidentielle qui prennent de la place du coup dans les médias. Est-ce que du coup c'est quelque chose que vous voyez circuler dans vos réseaux? Sous quelle forme du coup ça circule et comment vous agissez, comment vous recevez ça? Effectivement, en ce moment, c'est quelque chose de très très présent. Moi, je sais, avant, je n'étais pas du tout intéressée par la politique, alors que maintenant, je suis à fond dedans. Vraiment, je suis beaucoup. Et en plus de ça, je pense que les réseaux sociaux, il faut faire attention. Mais c'est quand même, ça peut être une bonne source parce que, par exemple, Hugo Décrypte, c'est une très bonne ressource parce que c'est... Le fameux. Oui, et vraiment, je vous le conseille si jamais. Parce qu'en fait, il est très neutre et surtout, il parle de tous les candidats, il est très juste avec le temps de parole et tout, alors que d'autres chaînes télé, par exemple, on ne va pas en citer, mais en fait, ils vont mettre en avant certaines personnes, ils vont mettre en avant certains points du programme et tout ça, alors que là, ça peut être très bien. Il y a même BFM TV qui a une chaîne TikTok qui est très intéressante. Et également, par rapport à la guerre en Ukraine, il y a plein de petites vidéos qui résument les actualités avec des mots simples. Et du coup, c'est très intéressant et très facile en fait d'avoir accès à tout ça à notre âge. Pareil, maintenant c'est quelque chose de très très simple. Les informations peuvent durer, peuvent être toutes contenues dans des vidéos de 15 secondes qui défilent dans notre For You page du coup. Et voilà, maintenant... Là on parle de TikTok, hein. Oui, pardon, oui, de TikTok, ça peut aussi être des photos, avec des articles entre guillemets. Et puis maintenant, oui, il y a beaucoup plus de comptes d'actualité qui sont là pour nous informer, qui sont là peut-être plus dans un but neutre. Et du coup, je pense que c'est plus simple et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant les jeunes sont aussi peut-être plus informés. Enfin, je sais pas si c'est un fait, mais moi j'ai l'impression d'être plus informée grâce à ces réseaux-là, ces comptes-là, qu'en regardant la télé ou des choses comme ça. Après aussi sur la guerre en Ukraine, des fois on voit des témoignages de réfugiés, donc du coup on s'informe sur ça. Et après aussi sur Instagram... Qui sont des témoignages qui ont été fabriqués par les réfugiés pour les distribuer, les diffuser sur TikTok, ou c'est des bouts de chaînes de télé ou de reportages? Il peut y avoir les deux, soit c'est des personnes qui ont un compte TikTok et qui discutent sur ça, ou alors c'est des parties de reportages. Et après aussi sur Instagram, il y a le fil d'actualité maintenant qui propose des publications où tu n'es pas abonné. Donc on peut voir des actualités aussi qui défilent. Okay.
Maintenant aussi, il y a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus sur les réseaux sociaux qui ne regardent la télé, donc c'est aussi quelque chose qui aide entre guillemets, et vu que ils regardent pas la télé, s'ils n'ont pas les chaînes d'information, ils se retrouvent avec les réseaux sociaux. Ça prend très peu de temps et c'est assez ludique entre guillemets. C'est quelque chose de très accessible, c'est vulgarisé très très souvent et c'est plus compréhensible du coup pour des personnes qui par exemple dans la politique ne s'y connaissent pas trop et du coup ils regardent ces vidéos et ça leur apprend beaucoup de choses. Ouvrir une petite parenthèse que je trouve intéressante sur un usage qu'on peut avoir de TikTok en tant que vecteur d'information et un petit usage qui détourne un peu la fonction principale de TikTok, c'est qu'aujourd'hui, ça a été le cas à l'occasion de l'invasion du Capitole le 6 janvier de l'année dernière aux États-Unis et également aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent de plateformes comme étant du contenu open source qu'on va utiliser, exploiter pour essayer de comprendre où sont les positions des soldats russes, etc. en fonction de qui filme, depuis quel endroit, avec quel angle, etc. et d'essayer de collectivement s'organiser pour analyser tout ce qui circule sur ce réseau social-là, qui est du coup qui a l'avantage d'être en direct, qui est du temps quasiment réel, et comment pardon. C'est ça, c'est le principe de l'OSINT, c'est donc Open Source Intelligence, récupérer toutes ces informations-là pour en tirer des... je perds mes mots, pardon, mais je pense qu'on a compris l'idée, donc voilà. Le fameux data journalisme. Je ne sais pas, moi, s'il existe en vérité des médias, j'allais dire presque indépendants. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas sur TikTok, je n'en mettrai pas ma main à couper. Il y a juste une vieille phrase, parce que je suis un vieux et donc je vais dire que des vieilles phrases, c'est sûr, d'un vieux monsieur qui a écrit plein de livres, qui s'appelle Aldous Huxley. Et il disait, si vous répétez 64 000 fois une chose, elle en devient une vérité. Ce que vous vivez sur TikTok, c'est de l'information, certes. Je ne sais pas si elle est... Mais en tout cas, le fait qu'elle soit rankée, c'est-à-dire qu'elle apparaisse dans vos pourtois ou dans vos abonnements, c'est qu'à un moment donné, elle a subi, si vous voulez, une espèce elle est montée, quoi. C'est-à-dire une espèce de portée organique. Bon, il faut juste faire attention à ça quand même. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire un cours sur les fake news, mais juste, on a l'impression qu'on crée sa bulle de filtre en disant « Ouais, t'inquiète, là, je suis sur Courrier International, là, je suis sur ça. » Bon. Il faut se méfier quand même et prendre quand même un peu de recul là-dessus. Je voulais juste dire que tous ces outils-là sont quand même des outils de propagande, même positive, même constructive, même humaniste, même altermondialiste. Ça s'appelle pour moi de la propagande, positive ou négative, ce que vous voulez, mais c'est de la propagande. Non. Et moi, est-ce que sur justement ces contenus qui vous arrivent, est-ce que vous avez la sensation justement pour rebondir sur ce que dit Pierre, d'avoir commencé une démarche d'aller chercher ou de regarder un peu plus, ce qui fait que ça a modifié votre algorithme et c'est arrivé plus souvent? Est-ce que le temps, la moyenne d'une vidéo sur TikTok c'est 30 secondes à 1 minute? Est-ce que c'est des vidéos plus longues et du coup vous avez pris le temps de regarder des vidéos plus longues? Comment est-ce que ça, ou c'est vraiment le même format de vidéo que vous connaissez sur TikTok? En fait, ça dépend parce que si le sujet en soi nous intéresse pas plus que ça, on peut très bien juste swiper. Donc je pense que si j'ai des vidéos concernant la présidentielle, c'est parce que j'ai pris mon temps, j'ai regardé, je me suis renseignée. Et c'est aussi après ce genre de vidéos, je pense que je suis par exemple allée chercher sur Internet tout ce qui est par exemple interview ou programme, etc. pour justement faire aussi ma partie du travail. Donc oui, si maintenant j'ai des... Oui. Qui a déclenché du coup ce que tu voyais sur TikTok? Le fait que tu aies cherché sur Internet et les programmes? J'ai vu les vidéos sur TikTok pour ensuite aller confirmer, pas confirmer, mais approfondir ce qui m'intéressait et ce qui je trouvais qui était à approfondir. Okay. Oui, par exemple, parlant de la propagande, je suis complètement d'accord et tout ça. Après, moi, ce que j'ai fait personnellement concernant la présidentielle, comme Félicie, ça veut dire j'ai vu des vidéos un petit peu et du coup, je me suis renseignée, j'ai vu des interviews et tout ça. Par exemple, je vais encore parler de Hugo Décrypte, mais il fait de chaque candidat des interviews fâche cachées. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché tous les programmes de chaque candidat à la présidentielle parce que je pense que c'est là d'où tout sort. Parce qu'il y a certains présidents, candidats pour ne pas citer les noms, qui en fait en donnent une très mauvaise image d'eux. Mais au final, il y a plein de points très positifs, pas tout parfait, je ne suis pas toujours d'accord, mais qui sont très bien. Donc
Oui, c'est grâce à TikTok que j'ai commencé. Tu as voulu aussi aller derrière l'image Oui, que voilà. pouvait propager justement un Exactement. TikTok ou une plateforme X ou Exactement, j'ai fait Y, mes quoi. propres recherches, mais après, ça a bien sûr aidé toutes les vidéos sur TikTok et tout ça qui sont pas que fausses. Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que... Total, bravo. Ouais. Vous en faites bien plus que moi pour la présidentielle, hein, parce que moi, franchement, je prends des leçons de citoyenneté. Merci. Alors, vous nous parlez beaucoup de TikTok. Est-ce que TikTok est devenu tellement important que c'est vraiment la source numéro 1? Est-ce qu'il y a encore du YouTube sur ces questions-là, par exemple? Est-ce qu'il y a sur Insta? Est-ce que ça circule? Est-ce que sur Snapchat, si vous êtes encore sur Snapchat, ça circule aussi, ce genre de choses? C'est quoi la différence entre les plateformes et la différence d'accès à ce genre de contenu? Alors, personnellement, je sais que je ne vais que très rarement sur YouTube. Et vu que c'est souvent des vidéos plus longues, ça peut durer 10, 20, 30 minutes sur YouTube, c'est super long. Il faut vraiment prendre beaucoup... Enfin, super long, voilà, tout est relatif. Mais il faut vraiment prendre son temps. Alors que là, c'est, on va dire, 1 minute de sa vie pour peut-être en apprendre... voilà, t'as compris. Et donc, je pense que oui, TikTok, ça a pris une plus grosse ampleur que les autres réseaux sociaux. Sur Snapchat, on ne trouve presque pas ce genre de contenu où c'est quelque chose d'informatif. Et sur Instagram, il faut vraiment aller les chercher. Enfin, pour moi, il faut vraiment que j'aille les chercher. Et ça encore, ça prend du temps que je n'ai pas vraiment envie de passer dans ce genre de choses. Et sur TikTok, ça se fait comme naturellement, donc c'est plus simple. Parce que en 1 heure de TikTok, on peut voir entre 60 et 100 vidéos différentes, donc forcément dans la masse. Du coup, il y en a bien 1 ou 2 qui va tomber sur le sujet et du coup qui va peut-être nous happer ou nous intéresser parce que c'est le sujet du moment, quoi. Alors que sur YouTube, vraiment, on a notre fil, il est basé sur nos abonnements. Par exemple, si on est abonné à McFly et Carlito, on n'aura pas des vidéos de politique. Donc, il faudra vraiment Et encore que. Oui, il a fait avec le président. Donc, mais Lena Situation ou autre chose, on n'aura pas de la politique dans le fil d'actualité. Donc, il faudra aller vraiment dans la barre de recherche chercher des choses spécifiques. Et encore alors moi j'ai mon spécialiste YouTube à côté de moi, je parle sous son contrôle. Du coup, il y a des youtubeuses apparemment qui ont été voir des candidats et des candidates, qui ont essayé de mélanger un peu. Alors je sais pas si vous. Mais après, le truc, c'est que par exemple, j'ai parlé avec mes amis récemment, on est tous venus à la conclusion qu'en fait, avec TikTok, ça nous a habitués en fait à aller très vite et du coup, on n'a plus la patience un petit peu avec YouTube. Et aussi, beaucoup d'influenceurs maintenant, ils sont sur toutes les plateformes, sur Instagram, YouTube, TikTok et tout ça, donc on peut les retrouver. Il y en a même beaucoup, en fait, ils ont beaucoup plus arrêté les vidéos YouTube pour passer sur TikTok ou Instagram. Ils ont changé de plateforme. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Juste par rapport à YouTube, j'ai exactement le même sentiment. Hein. Je regarde des vidéos YouTube que quand j'ai un objectif qui est très précis et que je cherche un contenu. Par exemple, si je veux revoir le programme de statistiques en psychologie, il y a des vidéos, si ça existe, et c'est vachement sympa. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites. Mais me taper 1 heure de vidéo d'un YouTuber qui explique la dynamique de genre dans les jeux vidéo ou la violence dans les jeux vidéo, je n'ai pas ce temps-là. En 1 heure, je lis 5 articles qui sont publiés dans une revue scientifique. Donc, je vais beaucoup plus vite en lisant du papier en regardant une vidéo qui finalement n'est qu'un instrument de propagande la plupart du temps. De communication. La question de l'édition de la vidéo, la vidéo elle est éditée en plus et tu t'en maîtrises pas, du coup, quel est le contenu qui est dedans, la vitesse à laquelle l'information t'est diffusée, l'ordre dans lequel ça t'est diffusé, etc. La question des propres sources de la personne qu'elle cite. Donc, évidemment, tu as plus ta maîtrise de tout ça, à condition d'avoir les capacités de lire aussi une étude scientifique et d'être en capacité de la décrypter, la décoder. Et ça, c'est clairement pas donné à tout le monde non plus. Ce que je trouverais important de préciser pour moi, c'est ce que ça souligne du rapport au temps, le côté temporel. On n'en parle quasiment pas, mais on fait que le dire. C'est vrai que l'autre jour, je regardais Le Monde, là, donc sur un écran, plus sur un papier, et on me proposait un article où le temps estimé, c'était 8 minutes pour le lire. Je dis, punaise, ça fait chier, j'ai pas 8 minutes. Et effectivement, on a l'impression qu'on ne voit plus que les choses sous des vidéos très courtes. Et tu l'as dit, en fait, on ne prend plus le temps.
Et le temps de la digestion, bon, mais ça on va pas refaire le monde, hein, mais il est long en fait. Et on ne peut pas surmultiplier des informations pour essayer de faire croire qu'on comprend quelque chose au monde. On parle bien de la digestion intellectuelle, hein, du coup, Oui. la digestion On est de d'accord. l'info et de tout ça. C'est juste une analogie avec le fonctionnement somatique. Mais pour le coup, je trouve que maintenant, on le retrouve dans le rapport au travail, par exemple. C'est-à-dire que dans l'entreprise, tout va très vite. Et je crois qu'on ne peut pas décorréler l'usage qu'on fait des réseaux sociaux, du virtuel, du numérique, avec ce qui s'inscrit dans notre quotidien, du rapport à l'autre, du rapport au travail. Et ça, c'est vraiment un point de départ très important, surtout dans cette période électorale où c'est vraiment mis de côté. Voilà, c'est juste pour ça. Et est-ce que par rapport justement à ce qu'on appelle les fake news, donc cette difficulté à prendre du recul sur l'info qui tombe, à savoir si elle est vraie, elle est fausse, jusqu'à où elle est vraie, elle est fausse, est-ce que TikTok aussi n'augmente pas cette difficulté, le fait que justement ça soit des vidéos et qu'on passe d'une vidéo à une autre et qu'on n'ait pas le temps vraiment d'analyser ce qu'on voit? Oui, moi je pense clairement que ça met une difficulté parce que personnellement je vais pas savoir vous dire si vraiment tout ce que je vois sur ma For You page concernant les informations sont vraies. Mais je pense que enfin, c'est impossible entre guillemets d'avoir une enfin pas impossible, mais c'est très rare d'avoir une information qui est à 100% vraie parce qu'au final c'est juste de la transmission comme on a pu le dire, et s'il y a juste un quiproquo sur toute la chaîne, ben ça défait toute l'information, on va dire. Et du coup, faudrait vraiment apporté son travail personnel pour au final voir si son information est vraiment vraie. Et encore une fois, ça prend du temps qu'on n'a pas forcément tous les jours. Ou qu'on ne prend pas forcément Voilà, tous les jours. exactement. Juste pour ce que tu dis est très intéressant. Après, moi, j'évite justement d'être démagogique, c'est-à-dire que sur l'approche des fake news, là où il faut aussi qu'on soit prudent, c'est vous ne pouvez pas tout remettre non plus en question. Oui. Vous comprenez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui. C'est-à-dire, entre on vous dit, ouais, prenez du temps, allez chercher l'information, et de l'autre côté, faites gaffe à tout ce qui vous tombe sur la tronche. Voilà. Parce que là, moi, je veux dire, je vois des trucs, des fois, d'une aberration totale. C'est-à-dire qu'on remet tout en question tout le temps maintenant. Déjà, on remet en question les adultes. Bon, pourquoi pas, si on arrive à avoir un peu un esprit critique. Mais là, maintenant, n'importe quelle information, chacun va aller chercher son biais de confirmation. Enfin, voilà. Faut juste faire gaffe quand même, nous, adultes, quand on essaie de vous inculquer ou de vous donner des clés de compréhension de ces fameuses fake news, bon, il est intéressant de ne pas devenir non plus paranoïaque, quoi. Voilà. C'est important quand même de le dire, ça. J'ajouterais juste que souvent les informations que l'on cherche, il n'y a pas besoin de 40 000 mots. Hein. Ça peut être résumé en une phrase. Donc oui, des fois 8 minutes pour accéder à une information, c'est 7 minutes et demie de trop. L'information, elle est planquée au fin fond de l'article et le journaliste s'amuse à nous balader, nous raconter l'histoire de Pierre-Paul, nous susciter des émotions. Les émotions, c'est pas ça qu'on cherche en fait, pas dans le journal Le Monde. Hein. On cherche une info et la brièveté des vidéos TikTok souligne juste ça de façon très très cruelle. On nous vend beaucoup de storytelling. Donc les journalistes devraient faire mieux leur boulot. Je leur donne des leçons comme ça, c'est le jour. Donc ok, let's go. En apportant juste l'information dont on a besoin et le reste suivra aisément, comme on dit dans la belle littérature française. Très bien, je propose, à moins que vous ayez tous et toutes envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a discuté, ou un truc qu'on n'aurait pas évoqué, que vous voudriez évoquer avec nous avant qu'on passe à cette deuxième heure sur un autre sujet. Non, tout va bien. Et ben, je propose qu'on fasse une petite pause de 5-10 minutes, qu'on s'arrête, qu'on boive un coup, et puis on reprend du coup dans 10 minutes ce plateau. On revient sur ce live en direct du lycée Pierre Bourdieu. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de présenter un peu le dispositif qu'on a mis en place. Le dispositif qui a été mis en place par l'ALEC, tout court, on ne met pas de le ou de la. Du coup, donc ils sont venus, peut-être on reverra ça sur la fin. On représentera la régie, les 3 caméras, et toute l'équipe qui filme ça et qui permet ce live. On accueille des nouveaux invités pour cette deuxième partie. On va faire dans l'autre sens cette fois. On va commencer par vous pour la présentation. Est-ce que de la même façon, vous pouvez vous présenter
vos prénoms, dans quelle classe vous êtes et peut-être ce que vous avez vécu aussi ici pendant ces journées. Alors moi c'est Lucie, je suis en 206 et la dernière fois j'étais... Qui n'est pas la voiture, du coup, qui est une classe. Oui. J'avais choisi le théâtre, donc en gros c'était un atelier où on s'exprimait tous sur des choses quotidiennes et on donnait notre avis. Par exemple, on avait parlé des nudes, par exemple, sur les réseaux sociaux, des effets que ça pouvait avoir sur nous en fait. Même des choses, par exemple, on avait interprété des scènes, on avait des noms de réseaux sociaux. Et on était en groupe et donc on devait, par exemple, imiter des scènes de vie quotidienne et transmettre un message en fait aux personnes qui nous regardaient. Moi, je m'appelle Thomas, je suis en seconde 8. Et donc moi, je suis un habitué des centres d'animation jeunes. Et donc, à l'intervention, j'avais pris aussi l'atelier théâtre. Et oui, ça donnait une approche beaucoup plus ludique et originale. Et c'était plutôt intéressant de travailler là-dessus. Bonjour, je m'appelle William, je suis en 208 comme Thomas. Et à l'intervention, j'avais fait un jeu de société qui parlait de YouTube. Alors bonjour, moi je m'appelle Lucas, je suis en 212. Et donc moi, mardi, j'ai eu une intervention sur la désinformation, vérifier la source d'une information qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une intervention, du coup moi aussi j'ai pris théâtre. On a pu faire du théâtre d'impro sur différentes scènes qu'on peut retrouver avec l'utilisation des réseaux sociaux et ce que ça peut entraîner comme relation dans la maison. Cool, merci. On accueille aussi Mélissa à côté de moi. Mélissa, tu es coordinatrice du dispositif qui s'appelle les promeneurs du net à l'échelle du département 31. Est-ce que du coup tu peux te présenter et peut-être présenter ce dispositif, en quoi il consiste? Oui, donc le dispositif des promeneurs du net, il existe au niveau national, mais il est développé sur les départements, c'est-à-dire qu'on est toujours de proximité. L'idée, c'est que ce sont des professionnels de la jeunesse et maintenant quelques professionnels de la parentalité, donc spécifiques pour les parents, qui vont, dans leur travail, se dire que les réseaux sociaux sont importants et qu'il faut qu'ils passent un peu de temps avec les jeunes sur les réseaux sociaux pour répondre à leurs questions notamment. Donc sur le département, nous, on a 110 professionnels de la jeunesse qui peuvent répondre aux questions des jeunes sur les réseaux sociaux. Donc je sais que vous n'êtes pas sur Facebook, mais il y en a sur Messenger, il y en a un peu partout. Donc il y a Instagram, Snapchat, il y a même TikTok, Discord, WhatsApp. Donc en gros, si on a une question qu'on ne peut pas forcément se déplacer, on peut aller sur le site des promeneurs du net, promeneursdunet.fr, choisir son département, donc là le 31, et trouver le professionnel qui convient et qui répond rapidement sur les réseaux sociaux. Merci. L'idée de cette deuxième partie, c'est de parler un peu de continuer à parler donc de toutes ces questions autour du numérique et plus spécifiquement de l'image un peu qu'on délivre à travers ces réseaux sociaux, à travers Internet, l'image de soi, l'estime de soi qu'on peut avoir. Peut-être on peut faire un petit point par rapport aux sondages, Mathieu, les sondages que vous avez faits sur ces questions-là. Oui, donc il y avait toute une partie effectivement du sondage qui portait sur cette thématique, sur les liens entre numérique, estime de soi, vie affective et vie privée. Et donc il y a plusieurs chiffres qui sont ressortis. Il y avait donc notamment une question qui était posée, qui était la semaine dernière, combien de fois t'es-tu senti en PLS? Donc très mal. On constate que 20% des lycéens interrogés se sentent plus de 4 fois par semaine dans cet état-là. Et ensuite, on a recoupé en fait cette question avec la question sur le genre. Et on constate que en fait, c'est très très largement les filles qui se sentent dans cet état-là, en comparaison des garçons qui, eux, sont majoritairement sur les tranches jamais ou 1 à 3 fois. Là où chez les filles, c'est quand même beaucoup plus réparti de manière plus équitable. Et il y avait ensuite une question sur l'estime de soi, et donc la question c'était aujourd'hui à combien t'estimes-tu sur une échelle de bogossitude allant de 0 à 10. Donc là, si on ne recoupe pas par genre, on constate qu'il y a, c'est assez équitablement réparti. Par contre, dès qu'on recoupe effectivement avec le genre, on constate que par exemple, il y a 40% des garçons qui se positionnent entre 8 et 10. Donc ça fait quand même preuve d'une belle confiance en soi. Quand c'est uniquement 23% pour les filles, et en contrepartie, il n'y a que 4% des garçons qui se positionnent entre 0 et 2. Et là où chez les filles, on retrouve 14% des filles en fait, qui se
qui se positionnent entre 0 et 2. Donc pareil, on voit des différences quand même assez marquées sur ces questions-là. Et ensuite, quelques chiffres un peu plus en vrac sur cette question-là. Par exemple, c'est une question qui a beaucoup fait rire parce que elle est marrante. C'est si un inconnu te DM et t'offre 600 € pour que tu lui envoies une photo de tes pieds, le fais-tu? Et on se rend compte qu'il y a 48,1% qui répondent oui. Il y a 40% des lycéens interrogés, par exemple, qui ont déjà reçu un nude sans l'avoir demandé. Et puis ensuite, dans les choses un peu plus, on va dire, rassurantes, entre guillemets, il y a plus de 60% des lycéens qui estiment avoir connaissance d'un adulte relais dans leur entourage, vers lequel ils pourront se diriger si jamais ils sont confrontés à des difficultés. Quand on creuse un petit peu quels sont ces adultes relais, ce qui ressort très très majoritairement, c'est la famille proche, donc les parents, un oncle, un grand frère, etc. Et ensuite des personnes identifiées, typiquement des personnels de l'éducation nationale, des personnels des cages, et est ressorti aussi les forces de l'ordre, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui se disent je sais que je peux me retourner vers eux pour ce type de problématique. Et ensuite, un chiffre, mais voilà, qui me surprend pas, c'est près de 90% des lycéens interrogés n'ont absolument aucun contrôle parental sur leur téléphone. Et tous ceux qu'on a interrogés, donc plus de 130, il n'y en avait aucun qui a dit ne pas avoir de smartphone. Voilà, ils avaient tous un téléphone. Est-ce que vous souhaitez réagir déjà à cette première intervention, à ce sondage? Est-ce qu'il vous paraît juste par rapport à vous, vos pratiques, à ce que vous observez autour de vous, ou non? Oui, moi je trouve que c'est plutôt représentatif de la réalité. C'est plutôt juste. Ça représente bien, par exemple, moi ma vie quotidienne, ça la représente bien. Ouais. Oui, c'est cohérent par rapport à ce qu'on peut observer tous les jours quand on est avec nos amis ou avec nos pairs. Les chiffres qui ont été donnés, oui, c'est cohérent avec ce que moi je peux voir tous les jours, par exemple. Très bien. Est-ce que vous voulez réagir, les spécialistes de la spécialité? Juste une précision, ce sont des déclarations, hein, ce n'est pas une mesure exacte de l'estime de soi, ce sont des personnes qui déclarent sur une échelle de 0 à 10, je suis plutôt beau gosse ou belle gosse. Je dois dire que c'est à peu près normal de ce côté-ci de la planète de ne pas être bien dans ses baskets quand on est adolescent, parce que la société fonctionne comme cela. C'est ce qu'on attend des adolescents. Les adolescents sont des ex-enfants sympathiques, donc ils vont plutôt bien en général, et de temps en temps, ils ont des pics de positions qui sont un peu plus problématiques. Au-delà de cela, c'est aussi normal de passer par des moments difficiles parce que c'est un temps d'adaptation, une transition. On ne passe pas comme ça du jour au lendemain de la position de formidable petit enfant blond à quoi d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment ça le problème des adolescents, c'est qu'est-ce que je vais devenir demain? Donc ils ne le savent pas, donc c'est à peu près normal qu'ils errent et qu'ils passent par des moments d'anxiété. Si l'anxiété est quotidienne, prolongée sur plusieurs semaines, eh bien il est largement temps d'aller voir un professionnel. Si ce sont des moments d'anxiété parce qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire et qu'on a un devoir de mathématiques le lendemain, c'est juste un mécanisme qui est tout à fait normal, et ce qu'il y a à faire, c'est de mieux se préparer pour le contrôle suivant, une fois qu'on aura digéré sa mauvaise note. Alors, moi j'avais une petite question justement sur la question est-ce que j'ai été en PLS au moins une fois dans la semaine. Je trouve ça très intéressant, mais la question en vérité c'est est-ce que vous avez été au moins une fois en PLS à partir du moment où vous étiez en interaction avec les réseaux sociaux? Je dis juste rapidement, sur Instagram, tu vois la live de l'autre là qui est en train de faire un joli selfie, lui en train de faire du ski et toi au fin fond du Gers ou de Fronton juste en train de manger. Voilà, bref, tu chill, mais tu chill moins bien que lui. Est-ce que ça vous met en PLS ou pas? Ne faites pas les mythos, parce que j'ai d'autres questions où je vais vous alpaguer parce que vous avez été des mythos, je crois. Moi, personnellement, je trouve pas... je suis pas facilement jaloux en fait de ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce que je sais que c'est une image qui est renvoyée, mais il y a toujours des retouches, des choses comme ça. Donc moi, ça m'arrive pas forcément, c'est pas forcément mon cas. Alors moi,
ça m'arrive des fois, oui, évidemment. Quand je vois des amis à moi qui postent des stories en soirée, ils sont pleins, il y a les jeux de lumière, etc. Ça donne tout de suite envie. Et quand je suis seule dans ma chambre à regarder Netflix et je me dis, au pire, est-ce que je peux manger des chocolats en même temps ? Parce que j'ai rien à faire. Donc c'est sûr que oui, des fois, ça peut mettre en PLS. Et donc après... Personnellement, moi, je ne suis pas non plus envieuse comme il l'a dit, mais il y en a certains, ça peut peut-être, oui, mettre mal et se sentir encore plus seul, peut-être. Est-ce que aux promeneurs du net, justement, c'est des questions qui vont être posées un peu du coup par les jeunes auprès des promeneurs. Du coup, ces questions d'image de soi, ces questions de se sentir mal du coup par rapport à un imaginaire qu'on peut avoir, par rapport à une espèce d'idéal que les réseaux sociaux et plein d'autres choses, la société en général peut nous renvoyer. Du coup. Alors, en fait, comme on est plusieurs professionnels différents, on va dire 50% des professionnels qui y sont, ils vont être animateurs jeunesse. Et après, on a des professionnels de la santé, on a des professionnels dans l'orientation, dans tout ce qui est emploi. Donc, c'est vrai que comme c'est un travail de proximité sur le territoire, ils vont poser ces questions-là à des professionnels bien spécifiques qui ont ce champ en santé, par exemple à la maison des ados. Et quand on repère ces éléments-là, c'est-à-dire que nous, au niveau des statistiques, on regarde quelles sont les thématiques pour les questions, on voit que la question de la santé, elle arrive au podium, c'est-à-dire à la 3e place, avec l'orientation professionnelle et l'accompagnement au projet. Et donc, grâce à ça, donc on répond bien entendu, on va orienter aussi sur les professionnels les plus adaptés, et ensuite, on va aussi créer des ateliers sur ces thématiques-là. C'est vrai qu'on est intervenu plusieurs fois sur la maison des adolescents, sur l'image de soi et les réseaux sociaux. Parce que ça a émergé. Est-ce que vous avez la sensation par rapport à ce que vous vivez sur les réseaux sociaux, par rapport aux images que vous voyez, par rapport à comment vous ou vos copains ou des personnes que vous suivez se présentent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça se répercute ici au lycée par exemple, dans la façon d'être, dans la façon de s'habiller, dans la façon d'agir, où pareil, il y a vraiment deux mondes différents entre quand on est ici ensemble au lycée et quand on est sur les réseaux sociaux et ce qu'on y voit. Je trouve pas du tout que je fais pas attention à comment les autres s'habillent sur les réseaux sociaux. Et je suis plutôt... non, je m'en fiche. Je regarde juste les photos de comment ils sont et si j'aime bien, ben, je like. Donc ça c'est ta position personnelle, mais est-ce que à l'échelle du lycée, de ce que tu observes, sur ta classe, sur tes groupes d'amis, etc., est-ce que c'est la même chose? Tu as l'impression que tout le monde est assez indépendant sur sa façon de s'habiller par exemple, sur sa façon d'être, ou il y a quand même des mimétismes du coup? Non, moi personnellement je trouve pas que ça influence moi ni mes amis ou d'autres proches. Mais ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes puissent être affectées par ce genre de situation. Okay. Les autres, même constat? Moi, oui, je pense qu'il y en a certains qui, en effet, peuvent se créer une image sur les réseaux sociaux. C'est facile en 2 boutons d'appliquer un filtre sur une photo, de rajouter un élément pour la rendre plus belle, plus attrayante ou je ne sais quoi. Donc, moi, pareil, personnellement, la grande majorité des personnes que je côtoie, l'image qu'ils ont d'eux sur les réseaux sociaux est la même qu'ils ont quand je les vois en face. Mais je pense qu'il peut aussi y avoir une grande majorité de personnes qui se créent une image totalement différente sur les réseaux pour une raison que j'ignore. Hein. Ça peut être tout n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se créent des faux profils, entre guillemets. Et du coup, qui ont 2 images, quoi. L'image dans la vraie vie, enfin deux personnes, quoi, quand ils sont dans la vraie vie avec les autres, et puis une espèce d'avatar, du coup, une espèce d'autres personnages, du coup, sur les réseaux sociaux. J'imagine que... Alors, oui, tu aurais réagir. Je saute sur le micro. Micro War. Désolé, c'est la 2e heure, donc je suis un peu relâché. Alors, il y a des histoires comme ça extrêmes, mais ce ne sont pas des histoires qui viennent de la part d'adolescents, ce sont des histoires qui viennent sont des adultes qui construisent des espèces de poupées qu'elles animent, un peu comme dans Naruto où vous avez des maîtres marionnettistes qui animent leurs poupées au loin. Et là, on a des histoires de personnes qui, par exemple, incarnent un malade en phase terminale d'un cancer.
hein, et qui créent des communautés d'intérêt, qui viennent leur taper dans le dos, leur dire c'est vraiment difficile ce que tu vis. Et jour après jour, sur Instagram, elle documente les examens médicaux, les moments d'espoir, les moments de désespoir, etc. Et ça dure 18 mois, 2 ans, jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise fake et apporte les preuves. Et généralement, elle ferme le compte, elle va un peu plus loin, hein. Donc ça, c'est le cas d'adultes. Ce sont des situations qui sont vraiment extrêmes. Pour les adolescents et les personnes lambda, comme vous et moi, je crois qu'on se sert des réseaux sociaux comme on se sert d'un journal, en fait, pour documenter des aspects de sa vie. On fait quelque chose dont on pense que ça peut être intéressant pour ses amis. Un journal intime, du coup. C'est un journal intime, mais qui n'est pas intime, il n'est pas que pour soi, il est extime. L'expression a été développée par Serge Tisseron, mais l'idée c'est je vis quelque chose d'intéressant pour moi et je pense que de le partager avec d'autres peut être intéressant, et ça peut être intéressant non seulement parce que je le prends, les émotions que je vis à ce moment-là, je les mets en dehors de moi, et en les mettant en dehors de moi, je me donne l'occasion de me les représenter avec comme double effet qui se coule, qu'il va y avoir des personnes qui vont commenter et qui vont ajouter leur propre expérience. Et donc, je réintègre dans mon expérience quelque chose qui est très, très enrichi. Si vous regardez ce qui est partagé, on partage quoi? On partage les bons moments de bouffe parce qu'on est français. Hein, on partage les moments où on a acheté un nouveau vêtement. On partage les moments où on est dans des lieux qui sont différents. On partage des moments où on est en groupe. On partage des moments où l'identité personnelle, en fait, elle est challengée par la situation. Quand vous allez me dire, je mange chez McDo, où est le challenge? Le challenge, c'est que, comme dans toute situation d'alimentation, vous prenez quelque chose à l'extérieur, vous le mettez à l'intérieur de vous et vous espérez que ça va bien se passer. Alors, métaphoriquement, ça suscite des anxiétés plus ou moins vives, et c'est pour ça qu'il est toujours bon de partager avec ses copains, avec ses copines et sa famille ses anxiétés, parce que si on ne le fait pas, tôt ou tard on est amené à le partager avec un thérapeute. Donc mon conseil, partagez vos anxiétés avec vos parents d'abord, ils sont là pour ça, hein, ils ont signé pour, avec vos copains ensuite, ils ne sont pas signés pour mais ça peut servir, et faites des selfies et des images sur les réseaux sociaux quand vous le jugez bon, parce que ça participe vraiment au travail de subjectivation que l'on est amené à faire tous les jours. Je lâche le micro comme ça. Et moi, je le tiens comme un mec des années 70 qui va chanter. Alors, tout à l'heure, le groupe d'avant témoignait la vraie vie. Vous savez, je vous ai entendu dire, on pourrait, Magnéto, Serge, remettre à un moment donné quand les jeunes disent la vraie vie. Bon, moi, je crois que ça aussi, c'est, si on parle justement de ces fameuses histoires de distanciation, tu vois, de l'objet, de l'outil média, de ce que je publie, de ce que je dois en avoir et tout ça, je pense qu'il faut quand même... Je me bats depuis des années pour expliquer aux adultes qu'il y a une réalité virtuelle et une réalité matérielle. Mais c'est pas, on ne peut pas dire réel. Le mot réel, même dans le virtuel, il y a du réel. Enfin, il y a une part de réel. C'est-à-dire que si tu perds sur une partie de Fortnite, je crois sincèrement que tu peux juste avoir la rage. On est d'accord là-dessus? Bon, voilà. Si je joue avec toi sur le canapé, sur n'importe quel jeu, et je te gagne, tu auras la même rage. C'est-à-dire que ton émotion, elle reste à peu près la même, au-delà de la forme, hein, je veux dire, bien sûr. Donc, je crois quand même que c'est important quand même de faire ce distinguo, de ne pas... La frontière, elle est poreuse, d'accord, et pas se dire, ouais, ben là je suis loin, je suis à distance, et là, il y a la vie soi-disant réelle, qui pour moi est juste matérielle et virtuelle. C'est le distinguo que je voulais faire, voilà. Juste pour donner un exemple, on discutait tout à l'heure, on discutait de nos avatars. Je ne vais pas donner des descriptions sur les avatars des collègues, mais des avatars sur du jeu vidéo. Sur un jeu vidéo. Vraiment, un exemple très bref, un de mes personnages dans World of Warcraft s'appelle Kanga Moussa. C'est un humain sans cheveux, chauve, très grand, très noir. Hein. Quand je l'ai créé, j'avais des dreadlocks, donc c'est quelque chose d'assez éloigné de moi. Je vais vous faire bref, mais c'est quand même un personnage, même s'il est noir, il est bien plus noir que moi en plus, il ne me représente pas immédiatement. Par contre, il peut représenter des aspects idéalisés de moi-même, le désir d'être riche que j'ai pu avoir quand j'étais adolescent, grâce à une très longue analyse et difficile, j'ai dépassé ce désir maintenant. Je désire juste être immensément riche, donc ça va beaucoup mieux. Le désir de me rapprocher de ma partie africaine, etc., etc. Et ces éléments-là, dans ma vie de tous les jours, je les mets rarement en jeu.
C'est uniquement dans le jeu vidéo, dans ce monde que l'on dit virtuel et hors réalité, que j'ai la chance de pouvoir exprimer cet aspect de mon identité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec les interactions que j'ai avec les autres, ça me permet de faire le tri, de réintégrer certains aspects et puis d'abandonner d'autres aspects. Donc il y a toute une espèce de toilette identitaire que l'on peut faire avec ces projections idéalisées de soi-même. Merci. Je rappelle qu'il y a un chat en route. Alors apparemment, pendant la pause, j'ai entendu dire que ça discute, ça regarde du coup cette émission. N'hésitez pas donc à poser des questions, à réagir sur le chat. On essaiera de relayer ça en plateau. Est-ce que par rapport à ce que nous ont dit nos invités, vous voulez réagir sur leurs interventions? Oui, non. Rien d'obligatoire évidemment. Moi, je suis assez d'accord sur la partie des avatars de jeux vidéo qui peuvent effectivement être une idée idéaliste de l'image qu'on se fait de soi-même. Mais je sais qu'il y a aussi des fois, dans certains personnages, on peut représenter quelque chose qui nous représente aussi, et on peut le faire écho avec le monde virtuel et le monde matériel du coup. Et la vraie vie. Ouais. Merci. Il y avait un des ateliers qui a été proposé par le CAGE, c'était cette histoire d'Instagram, donc de faire une story. Alors, j'ai plus tous les détails de cet atelier, mais en tout cas, un des constats, c'était à la fin de cet atelier, il y avait l'idée de publier cette story sur le compte Instagram, et il y avait le constat de ceux et celles qui ont animé cet atelier, c'était la difficulté du coup à passer ce cap-là et à publier cette story que vous avez fabriquée en atelier. Est-ce que on publie tout et n'importe quoi en gros sur les réseaux sociaux, ou c'est quoi la règle, c'est quoi le cadre que vous mettez vous-même avant de publier, avant de partager quelque chose sur n'importe quel réseau social? Moi, personnellement, je mets plus du quotidien, des choses qui arrivent dans ma vie. Bon, j'essaye en fait des fois de me dire, justement, par rapport aux personnes qui regardent mes stories, donc ça peut être mes amis, ça peut même être souvent en fait quand je republie, imaginons une story d'un groupe que j'aime bien ou d'un film que j'aime bien, il y a des personnes que je ne connais pas du tout qui regardent mes stories, et donc je fais attention justement des fois à ça. Donc quand mes amis, imaginons... ça peut être bête, mais si je fais quelque chose qui ne correspond pas à ce que je fais d'habitude dans mes stories, elles viennent me dire mais pourquoi tu as publié ça, ou qu'est-ce que tu as fait, parce que ça ne représente pas en fait ce que je mets d'habitude. Ils s'attachent à une image que je mets, et si je mets quelque chose de différent dans mes stories, ils pensent que c'est pas du tout moi en fait, ou que c'est quelqu'un qui a pris mon téléphone, et ils me disent mais pourquoi t'as mis cette story en fait. Donc je mets plus des choses de vie quotidienne, ou qui connaissent voilà, oui ça c'est Lucie, c'est tout à fait elle quoi. Moi, je publie pas grand chose sur les réseaux sociaux, mais je sais que si je devais publier, je ferais attention déjà un peu à l'image que je renvoie, parce que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de méchant ou de quelqu'un que je ne suis pas. Et puis faire attention aussi, n'importe quelle personne qui peut voir ce que je publie, donc pas donner d'informations personnelles, etc. Oui, alors moi, pour rebondir sur ce qui est dit, ça, moi ou d'autres, on nous a beaucoup éduqués depuis très jeune à faire attention à qui on parle dans la vraie vie. C'est pareil sur les réseaux sociaux, on nous a toujours dit de ne pas aller voir les inconnus. Moi, par exemple, la plupart de mes comptes, notamment par exemple sur Instagram, sont en privé, donc c'est-à-dire que les personnes qui regardent ce que je poste sont des amis que je connais. Ça m'arrive fréquemment de, par exemple, regarder la liste des personnes qui ont souscrit un abonnement auprès de mon compte, et donc je peux trier pour me rendre compte peut-être que j'ai accepté des inconnus, des gens que je ne côtoie plus, et du coup que je souhaite retirer. Mais pour en revenir par exemple à la story ce matin du défi, moi je l'ai posté sans souci, j'ai joué le jeu, mais après pour poster en général sur mes réseaux sociaux, moi je poste très peu également, mais j'ai pas vraiment de barrière, de limite pour brider mon image. Je poste ce que j'ai envie, puisque c'est un petit peu ma page, donc j'en fais ce que j'en souhaite, et puis ceux qui ne veulent pas la voir ne viennent pas la voir tout simplement. Chouette. Je te vois acquiescer, Mélissa, du coup. Non, je trouve ça chouette parce que là, on voit en fait que ça peut être aussi une idée de choix, peut-être un outil d'émancipation aussi pour certains, ou d'échange ou d'affirmation de soi,
même si on voit aussi quelques côtés négatifs des réseaux sociaux, il y a aussi ce côté-là qui peut être intéressant. On en a beaucoup discuté tout à l'heure, c'est aussi le côté très social des plateformes. Je ne sais pas si vous voulez réagir avec le micro, s'il te plaît, Pierre. J'ai l'impression d'être un peu l'avocat du diable à chaque fois, mais encore une fois de plus, moi je vous trouve super sage, hein, vraiment, vraiment, je vous trouve très très sage avec ces réseaux sociaux numériques là. Le fait d'avoir, on a véhiculé pendant des années la question d'avoir peur de rencontrer d'autres gens. Je pense sincèrement que la façon dont le net a été créé, c'était pour rencontrer le monde et échanger, en tout cas dans son objectif premier, c'était ça. Ce qui est dommage, c'est de s'enfermer justement, encore une fois de plus, dans cette forme de petite bulle, sous prétexte qu'on pourrait rencontrer des gens malveillants sur le net. Il faut juste faire attention, encore une fois de plus, c'est-à-dire qu'en termes d'outils de prévention, moi, alors ça n'engage que moi, hein, mais aller découvrir un petit peu aussi le monde via ces réseaux sociaux numériques, pas que, hein, c'est pas le seul outil, mais d'aller à la rencontre des gens. Il y a des gens qui sont, faut arrêter de flipper. Je veux dire, quand les parents viennent me voir et qui me disent oui, moi j'ai tout bloqué, je veux pas qu'elle y aille parce qu'il y a des pédophiles. Alors moi j'ai juste dit à cette dame qu'en termes de chiffres criminologie, les actes de pédophiles sont sur la première et la deuxième couronne familiale. Enfin, d'un point de vue pourcentage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de fantasmer des choses des fois qui ne le sont pas. Il faut faire attention, certes, mais allez-y, quoi. Enfin, je veux dire, n'ayez pas peur d'être sur des rencontres aléatoires. C'est parfois des choses extraordinaires qui peuvent se passer, enfin, je crois. Alors, j'irai un peu contre lui. Il est temps de polémiquer. Je suis tout à fait d'accord, il a raison. Il faut y aller à fond, mais ce que ça souligne, c'est probablement ce qui s'active du contrôle de la maîtrise dans ce que vous partagez. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on appelle la peur, qui est la peur de perdre l'autre, en fait. Et que l'autre nous lâche. Et tout à l'heure, on en parlait un peu, c'est par exemple cette histoire qui est assez extrême, parce que ça ne se passe pas tous les jours dans les cours de récréation, mais quand on ghoste quelqu'un, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce que nous sommes sur les réseaux disparaît à tout jamais aux yeux des autres et qu'on nous ignore, c'est d'une violence extrême. Donc pour le coup, je peux entendre que vous vous protégez de ce genre de choses. Pas d'aller découvrir des choses nouvelles, mais de vous prémunir qu'on vous lâche les basques. Ça a existé dans la réalité quand il n'y avait pas Internet. Hein. Pour les vieux que nous sommes, c'est déjà arrivé. Mais pour le coup, je crois que ça, c'est vraiment à manier avec précaution. Et pour le coup, je serais presque tenté de faire la poésie et d'écrire estime de soi avec une faute d'orthographe, avec un E à la fin, tellement ce que vous avez à manipuler est quelque chose de délicat. T'as vu ça un peu ? Ça m'est venu en vous écoutant, bravo. Tu voulais réagir, Lucie ? Alors moi, je voulais réagir face à ce qu'il a dit. Je suis d'accord, il faut foncer, il faut pas tout simplement à chaque fois se mettre des barrières. Certes, il y a certains comptes fake ou même des comptes avec tout simplement des voilà, j'ai cherché le mot, des camgirls. Mais après, moi personnellement, j'ai fait de super rencontres via Instagram. J'ai rencontré une amie, maintenant ça fait 2 ans, je la connais. Et forcément, au début, moi, je n'ai jamais été pour. Au début, on me disait les amis virtuels, c'est génial, tu ne te prends pas la tête. Et puis, ça casse la timidité pour certains. Parce que moi, personnellement, je suis timide au premier abord et ça m'a aidé. Ça casse parce que tu crées des liens avec cette personne. Et une fois que tu la rencontres, c'est plus fluide. Tu as déjà partagé des contenus ou des groupes, pareil, ou des films que vous avez partagés, vous avez déjà discuté, donc ça casse la timidité. Mais c'est vrai que quelque part, ça peut être assez dangereux d'un côté parce qu'on peut te bloquer d'un coup, on peut clairement te ghoster. Du jour au lendemain, on peut te dire je te parle plus ou j'ai rencontré telle personne, donc je me lasse de toi. Et après, oui, il y a les personnes où forcément, elles sont passées pour quelqu'un d'autre, ou un truc comme ça. Mais il faut plutôt voir le côté des choses où maintenant, on est tellement averti que je pense qu'un compte fake, aujourd'hui, ça se voit, ou quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un, bon certes, il y en a toujours qui tombent dans le piège, mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, personnellement, ça m'a plus aidé à me faire des amis qu'autre chose. Et est-ce que c'est parce que, justement, il y a pas mal de prévention, il y a pas mal de discours, ou c'est aussi l'expérience commune entre vous qui fait que maintenant, c'est plus facile de repérer ça, que du coup, vous êtes forgé une culture et une expérience autour de tout ça ?
Alors, oui, je pense. Mais après, c'est surtout que sur Internet et sur les reportages à la télé, on voit souvent du coup le cas de faux comptes, de pédophilie, etc. Donc, moi, depuis petite, personnellement, on m'a toujours prévenue de ça. J'ai grandi... Bon, c'est un peu mal, désolée de dénoncer mon père, mais bon, il m'a toujours justement un peu donné son téléphone, etc. Donc depuis petite, j'ai su prendre des restrictions face à ça. Mais oui, je pense qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça aide quelque part à savoir les faux comptes, etc. Vu qu'on en parle plus ouvertement qu'avant. Ok. Les gars, je sais pas si vous voulez réagir. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, déjà au niveau des réseaux sociaux, on a beaucoup plus de prévention, on est beaucoup plus habile à pouvoir se protéger de ça. S'il y a une personne malveillante qui vient nous voir pour des choses qu'on ne souhaite pas, on peut la bloquer en cliquant sur 2 boutons, c'est plutôt simple. Après, il y a aussi les choix qu'on peut faire. Moi, par exemple, je suis en privé, c'est un choix qui peut, d'une certaine sorte, me protéger un petit peu des personnes comme ça. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de faire des rencontres sur les réseaux sociaux, de me faire de nouveaux amis. Même si, d'un autre côté, les réseaux sociaux sont aussi beaucoup plus protégés. Maintenant, la modération est beaucoup plus présente qu'auparavant. Il est beaucoup plus facile pour les réseaux de nous protéger avant même que cela arrive de gens étranges qui voudraient des choses cheloues. Comme par exemple des nudes, les fameux nudes. Quand est-ce que ça arrive du coup ces nudes? Je ne sais pas si aux promeneurs c'est des questions que vous abordez. Du coup, dans le sondage, il y a eu, alors je ne sais plus combien de pourcents qui déclaraient, je crois que c'était 40%, Mathieu, ouais, 40% de lycéens et lycéennes qui ont reçu un nude qu'ils n'ont pas sollicité. Donc un nude, on rappelle, c'est cette photo d'une partie de son corps, éventuellement de son sexe ou du sexe de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on va recevoir du coup comme ça. Est-ce que... Oui, alors on peut répondre à ce genre de questions. Après, ce qui est intéressant, et je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit, il y a cette question de mythe et réalité pour moi. C'est-à-dire que sur la journée de mardi et aujourd'hui, on a fait ce jeu dont tu parlais tout à l'heure, le jeu asocial, où on se met dans la peau d'un influenceur et on va poster de l'information, on va sélectionner avec son groupe une stratégie pour atteindre le million d'abonnés. Et c'est vrai que je joue avec les jeunes et je joue avec les professionnels qui sont dans le cas des promeneurs du net. Et ils n'ont pas du tout la même stratégie au niveau de la publication parce que certains adultes vont se dire « il y a du danger sur Internet, je pense que les jeunes ils vont mettre cette carte ». Dont le nude qui apparaît dans les premiers, alors qu'on voit que quand on y joue avec les jeunes, c'est pas du tout ça et qu'ils ont, comme vous le disiez aussi, ces codes et ces éléments. Bah non, on va peut-être pas mettre celle-ci parce que là, au niveau de ce que ça va avoir comme impact, c'est négatif et on va avoir une autre stratégie de publication. Mais en effet, ces questions, elles vont apparaître au niveau des questions que peuvent apporter les jeunes. Qui vont d'abord échanger éventuellement sur du numérique, mais comme on est aussi sur du présentiel, elles vont après se questionner en interne avec des animateurs, avec des professionnels pris. Oui. Souvent, on se représente les jeunes et les adolescents comme étant sans défense face à Internet qui pullulerait de dangers divers et variés. En fait, rien n'est moins vrai. Les adolescents, ils ont leur culture et leur système de résilience et ils savent tout à fait répondre de façon adaptée aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer comme adolescents. On oublie un peu la violence dans laquelle on a grandi. Moi j'ai été dans un collège qui était formidable, qui s'appelait le collège Sainte-Marie de Anne, qui était... dirigé par des pères maristes, c'est ce qu'il y avait de mieux dans la belle ville de Dakar. On avait des jeux qui feraient frémir n'importe quelle assistance sociale aujourd'hui. Le happy slapping à côté, c'était de la rigolade. On bastonnait des gars, mais pendant des heures et des jours et des jours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui est inhérente au fonctionnement humain et qui est régulée de façon différente en fonction des époques. Au cours Sainte-Marie de Anne, dans les années 80, ça a été régulé ou non régulé d'une certaine façon. Aujourd'hui, on régule les questions de la violence et des adolescents d'une façon un peu différente. Donc il faut, je crois, essayer de voir les choses avec un peu de perspective et puis tabler vraiment sur les mécanismes de résilience que peuvent avoir les adolescents et leur proposer des plans B quand les systèmes de résilience sont pris en défaut. Et les promeneurs du net sont très bien pour ça. Mais justement, comment ces violences ont évolué avec ces nouveaux outils? Est-ce que ces nouveaux outils changent ces rapports-là? Est-ce que sur du harcèlement, est-ce que ça amplifie du harcèlement? Est-ce que ça modifie ces types de harcèlement, par exemple? Ou on peut calquer ce qu'on a vécu avec ce qu'ils vivent?
Non, je crois que c'est vraiment différent. L'Internet, c'est un bras de levier qui est formidable. Vous pouvez passer votre temps sur le réseau pour avoir des comportements oblatifs, d'aide envers des proches ou envers de parfaits inconnus. C'est aussi formidable pour agresser quelqu'un de façon tout à fait gratuite. Vous avez passé une mauvaise journée ou même vous avez passé une très bonne journée. Votre meilleur pote fait un commentaire déplaisant sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous likez parce que c'est votre pote. Et donc, vous soutenez votre ami. Pour la personne qui reçoit le 1001e like de quelque chose qui est agressif ou violent, ça peut être la chose de trop. Donc la différence, c'est que les comportements violents ou agressifs peuvent atteindre des personnes dans des endroits où elles sont normalement en sécurité. Au cours Sainte-Marie de Anne, lorsque vous faisiez poursuivre par une bande de collégiens en 6e, si vous aviez la chance d'atteindre le bus scolaire, vous étiez à peu près dans une zone safe, si le conducteur était de bonne humeur. Quand vous fermiez la porte chez vous, normalement, le seul danger, c'était les parents ou la fratrie, mais ceux qui vous avaient poursuivi en dehors de la maison ne pouvaient plus vous atteindre. Aujourd'hui, si vous êtes chez vous, dans votre chambre, et que vous ouvrez votre compte Instagram, eh bien, la bulle de sécurité peut céder immédiatement. Et si vous n'avez pas un parent empathique comme backup, vous vous retrouvez vraiment dans le désarroi. Si vous êtes agressé sur le réseau et que vous allez vers votre parent, que vous vous faites engueuler ou pire, punir et qu'on vous prive de téléphone à cause de cette agression, vous vous retrouvez devant un système de double peine exactement. Donc ce qui change, c'est que les victimes peuvent être atteintes H24, qu'il peut y avoir des foules qui peuvent être rassemblées beaucoup plus rapidement, et que les attaques peuvent... elles sont, une fois que c'est posté, ça peut rester longtemps. Alors que, encore une fois, dans ce beau modèle du cours Sainte-Marie de Anne, lorsque vous aviez une bagarre, je sais pas, au mois de novembre, eh bien, à Noël, vous étiez le meilleur pote avec les gars avec qui vous étiez frité, et c'était parti. Mais c'est aussi un discours on entend, là je parle en tant qu'intervenant auprès de Synapse, qu'on entend de la part des CPE dans les collèges, et des infirmières scolaires, parce qu'on travaille beaucoup avec les infirmières scolaires, le côté plus éphémère de harcèlement, c'est-à-dire qu'il va monter plus vite, mais aussi il va disparaître plus vite qu'un harcèlement dans la vraie vie. Je sais pas, c'est une question, est-ce que c'est une réalité de ce que vous observez vous aussi ou pas? Alors sur la cinématique, je ne suis pas sûr. Je pense que les mécaniques sont à peu près les mêmes. Vous avez un harceleur, vous avez un harcelé, vous avez des personnes qui passent et qui ne réagissent pas, et vous avez quelques bons samaritains qui essaient de faire quelque chose. Ça marche dans les Simpsons années 80, et ça marche aussi sur le réseau. Donc de ce point de vue, les mécaniques sont les mêmes. Ce qui peut changer, c'est que la relation harceleur-harcelé, elle peut basculer d'un moment à l'autre. Lorsque vous êtes sur un harcèlement hors ligne, vous avez généralement quelqu'un qui a une force physique qui est beaucoup plus importante que la victime. Ça, il n'y a que dans les films où après 3 mois d'entraînement, vous pouvez renverser le truc. Quand vous avez sur le dos un bully, vous l'avez toute l'année et ça va mal se passer. Par contre, en ligne, on voit des basculements, on voit des gens qui ont été harcelés qui harcèlent, et des fois on voit des gens qui ont été harcelés, et pendant leur harcèlement, ils sont harceleurs sur un autre aspect de leur vie numérique. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à l'Internet. Ouais, il y a un gros moment de gênance, là, comme vous dites, parce que je voudrais m'en revenir. Ce qui est d'ailleurs une des problématiques des nudes, par exemple, qui sont échangés ou de manière maladroite ou de manière implicite. Il y a beaucoup de débuts de harcèlement sur ces questions-là. Mais moi, je voulais vous poser une question. C'est à partir de quand un nude ? C'est-à-dire que moi, quand je fais des interventions auprès de lycéens ou de collégiens, j'aime bien savoir c'est quoi un nude. Par exemple, on sait très bien que quand je vous pose la question, un garçon torse nu sur un selfie, c'est pas un nude. Une fille torse nue, c'est un nude. Bon, jusqu'ici, c'est comme ça que vous le définissez. Un garçon en maillot, c'est potentiellement pas un nude. Une fille en maillot, mais sur une posture un peu subjective, c'est un nude. C'est-à-dire que c'est où le curseur ? Et moi, je rêverais d'une chose, surtout au lycée, je ne sais pas s'il y a des enseignants, c'est au-delà de décrypter les images et tout ça, c'est de donner des cours justement sur, moi je le faisais avec Métal Hurlant, la BD, enfin Manara, c'est tout ça, j'ai été éduqué à ça, sur ce que c'est que la nudité, ce que c'est que l'érotisme, ce que c'est que l'obscénité, ce que c'est que la pornographie.
faire le distinguo de tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez une espèce de millefeuille de trucs qui vous tombent sur la tronche, et c'est hyper compliqué de savoir à quel moment c'est de la nudité, à quel moment c'est de l'hydrotisme, à quel moment c'est de la pornographie. Voilà, enfin, je sais pas, voilà, c'est une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein. C'est un moment de gênance. Ce qu'a évoqué Yann, du coup, est-ce que vous voulez rebondir sur l'une ou l'autre? Moi, je reviens sur la question de qu'est-ce que c'est un nude. Personnellement, c'est une photo. Alors, c'est vrai que les gens, souvent, je prends l'exemple de certaines amies qui, par exemple, un mec en maillot de bain, c'est pas un nude. Mais le fait qu'on sexualise la poitrine d'une femme, ça y est, là c'est un nude. Alors que tout simplement, on voit juste un décolleté et aussi en maillot de bain. Mais parce que, je sais pas comment dire, mais dans certaines photos, la femme prend plus des poses avec plus de sensibilité ou autre chose qu'un mec, voilà, les biscottos, etc. Mais c'est vrai que on sexualise plus la femme en maillot de bain qu'un garçon. Mais pour moi, tout simplement, un nude, c'est une photo où la personne est nue, en fait. Et elle expose ses parties génitales en photo. Alors que ça soit désiré ou pas. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge. Clairement, il n'y a pas d'âge. On peut en recevoir très tôt. Ça dépend, en fait. Je pense juste simplement, à partir du moment où tu as un téléphone entre les mains, il peut tout arriver. Et un nude, ça peut être envoyé à un garçon ou une fille de 8 ans comme à 16 ans ou à 45 ans. Ça peut être à tout âge, je pense. Il y avait une réflexion de la part d'Alexis tout à l'heure en première partie. Alexis a fait donc un micro-trottoir pendant ces 2 jours-là qu'on était ici. Et il a eu plusieurs fois une réaction de lycéens et lycéennes qui disaient moi ce que je trouve hallucinant c'est mon petit frère, ma petite sœur, l'accès qu'il peut avoir aujourd'hui à ce téléphone, à ces réseaux, etc. Et je ne comprends pas pourquoi mes parents lui laissent autant d'accès. Donc apparemment il a eu plusieurs fois cette réaction. Du coup, est-ce que c'est la première fois que j'entendais ça aussi? Est-ce que c'est un truc que vous partagez du coup, effectivement, que les plus jeunes aient plus accès peut-être que vous ne l'avez, et pourquoi c'est problématique? Moi, c'est vrai que avec ce qu'on voit parfois qui tourne sur les réseaux, certaines choses, certaines polémiques, etc., je pense que des vraiment jeunes de 10 ans, voire même parfois moins, je trouve que c'est pas adapté qu'ils aient accès à autant de choses, parce que s'il n'y a aucun contrôle parental, etc., ils peuvent vraiment chercher ce qu'ils veulent et avoir accès à tout plein de choses qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge. Et donc pour toi, c'est les parents qui n'ont pas conscience de ça ou... À la fois, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui mettent des contrôles parentaux, qui préviennent leurs enfants, etc. Mais certains parents n'ont pas conscience parce que tout simplement ils sont pas informés. Parce que c'est vrai que à partir d'un certain âge, on n'est plus trop forcément sur les réseaux sociaux comme les jeunes le sont. Mais il y a aussi, à partir d'un certain âge, pour les enfants, il faut prendre aussi conscience de toute l'information et tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Oui, juste pour dire que d'une façon banale, les enfants de 8 ans vont vers les contenus des enfants de 8 ans, ceux de 14 vers les contenus d'enfants de 14 ans, que les enfants qui vont plutôt mal vont vers des contenus qui sont plutôt problématiques et que ceux qui vont plutôt bien vont vers des contenus qui sont plutôt valorisés par notre société. Il n'y a pas d'effet un enfant de 8 ans voit son grand frère et a envie d'aller chercher ce que consomme son grand frère. Je discutais avec les animateurs et animatrices ici, là, où ils me disaient on a l'impression que l'âge de l'adolescence, il est en train de bouger, par exemple, dans les tenues vestimentaires, dans les attitudes des jeunes. C'est une discussion qui est déjà longue, hein, parce que on ne sait pas trop où situer l'adolescence, en fait, hein, puisque plus les années passent, plus
plus la fermeture de l'adolescence, plus on le déplace vers l'âge adulte. Avant, c'était simple, vous aviez une vingtaine d'années, vous n'étiez plus adolescent depuis quelque temps, vous vous mariez, vous achetez une maison, et puis ça roulait. Maintenant, 25 ans, on commence à dire oui, peut-être il est en train de sortir, ou elle est peut-être en train de sortir de l'adolescence. Donc, ça c'est pour le premier volet de la question. Ensuite, c'est vrai, bien sûr, quand vous êtes un petit frère ou une petite sœur, vous avez tendance à vouloir faire à peu près les mêmes choses que votre frère ou que votre sœur. Et donc, s'il joue à Call of, du haut de vos 10 ans, vous allez vouloir faire aussi des headshots à Call of. Et s'il joue à League of Legends, vous voulez crier pentakill aussi quand vous jouez à League of Legends. Ok, mais après il y a la réalité, c'est-à-dire que quand vous avez 10 ans et que vous prenez le pad en main, vous voyez bien que vous êtes loin de la marque. Donc il y a des moments où les plus jeunes vont essayer de s'approcher des plus grands, et puis il y a des moments où ils reprennent leurs habitudes comme d'habitude, leur comportement habituel, c'est-à-dire ils prennent leur doudou, le poussent dans la bouche, et ils font le petit frère et la petite sœur. Donc c'est vraiment la chance qu'ont ceux qui viennent après, c'est-à-dire qu'ils peuvent régresser plus facilement, ils peuvent se projeter en avant, alors que ceux qui sont sur la première ligne, ceux qu'ils ont devant eux, c'est juste les parents. D'où la tentation de gratter toujours pour pouvoir s'approcher de la vie des parents. Et puis la position des grands frères, qui est la position des adultes. Mais c'est quoi ces bébés de 8 ans qui ont un téléphone, vous faites n'importe quoi, vous les parents. Alors que si les frères et sœurs ont accès au réseau plus tôt, c'est parce que les aînés ont fatigué les parents pendant des mois, des semaines, des mois, parfois des années. Ils ont enfin ouvert les portes, et donc ensuite toute la famille en profite. Donc si vous avez des petits frères et des petites sœurs et qui sont sur le réseau, c'est grâce à vous. Vous pouvez vous féliciter ou penser que c'est complètement problématique. Mais vous y êtes pour quelque chose. Et du coup, pour ces ados, ces lycéens qui penseraient en gros que c'est mal que les petits frères, les petites sœurs utilisent les mêmes choses qu'eux, est-ce que c'est pas une façon aussi de se dégager de la part d'enfant que vous avez en vous? Mettre les choses à distance. Pour vous aussi aller du côté des adultes. Ça reste une question. Est-ce que vous voulez réagir à ça, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Que quand on a un petit frère ou une petite sœur qui veut nous suivre, devenir comme nous, aller sur les réseaux sociaux, c'est pas que c'est problématique, mais c'est un peu comme pour les jeux vidéo, comme l'exemple qu'on a donné, que le petit frère veut jouer au même jeu que nous, sauf que les jeux vidéo, c'est très souvent écrit sur les boîtes, ce jeu-là, il est PEGI 18, donc quand on a moins de 18 ans, il faut éviter d'y jouer. On sait bien que c'est pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours bien appliqué. Alors que les réseaux sociaux, c'est un peu moins protégé sur ce sens-là. Quand on s'inscrit, on n'a qu'à mettre qu'on est né en 1980, et puis c'est bon, on est né en 1980. Le réseau social ne va en aucun cas vérifier cette information. Donc c'est sûr que les petits frères et les petites sœurs qui sont inspirés ou qui essayent de faire d'avoir les mêmes interactions que nous sur les réseaux sociaux, ça peut amener à des problèmes par la suite. Mais oui, comme quoi, par exemple? Par exemple, ils peuvent être confrontés à des situations, comme on a parlé tout à l'heure, que ce soit des nudes ou n'importe quoi de ce style, auxquels ils ne sont pas préparés à leur âge, ils n'ont jamais eu d'informations à ce sujet. Mais pourquoi il y aurait plus de risques pour eux que pour vous? Parce qu'ils ne sauraient par exemple pas tout à fait comment traiter ça. Nous, on sait que par exemple, si on reçoit un nude indésiré, on bloque la personne. Je dirais pas qu'on a la maturité, mais on sait que c'est juste un nude qu'on a reçu sans faire exprès, on bloque la personne et puis on passe à autre chose. À leur âge, c'est pas qu'ils pourraient être plus traumatisés, mais ça pourrait plus les marquer. Je dirais pas que niveau psychologique, ça peut être plus compliqué pour eux, mais disons que ça peut être plus ils peuvent le digérer moins facilement. Non, mais tu as raison. Par exemple, c'est comme si moi, en tant qu'adulte, j'avais peur que sur votre construction amoureuse, affective et sexuelle, vous soyez influencé par le porno, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu dans cette idée. Il nous reste un petit 8 minutes à cette émission. Moi, je vais en garder un petit bout pour présenter le dispositif, remercier plein de gens et tout. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que les uns et les autres, vous aimeriez qu'on aborde? J'ai remarqué que, en même temps, c'était la thématique, mais on parle de nude, on parle de porno, on parle de réseaux sociaux qui peuvent être dangereux. Donc on voit parfois un peu plus difficilement certains contenus, donc réseaux sociaux par exemple, alors qu'on peut très bien avoir un jeune qui va regarder, je sais pas, un petit de 6 ans qui va regarder toute la saga Star Wars
ou un autre qui va lire toute la saga Harry Potter, ça peut être aussi très violent et ça peut-être qu'on se pose un peu moins la question. Et que justement, comme on le fait ici, la question principale, c'est peut-être juste d'échanger sur un contenu tout simple pour voir si la personne, de manière subjective, elle trouve ça ou non violent pour elle. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est cette histoire d'adulte relais, moi, que je trouve intéressante. C'est quoi cette notion d'adulte relais ? Pourquoi on peut avoir besoin d'un adulte relais parfois qui n'est pas notre père ou notre mère ou un proche de la famille ? Peut-être parfois cette notion d'avoir l'impression d'être jugé sur un certain type de contenu qu'on aurait reçu ou sur, je ne sais pas, par exemple en ce moment les questions qu'on a, c'est beaucoup avec l'actualité, l'orientation professionnelle. Peut-être parfois les parents ils peuvent être accompagnants et d'autres fois non. Et donc là dans le cadre des professionnels dans le quotidien et aussi sur le numérique vont accompagner les jeunes sur l'orientation professionnelle parce qu'ils ont cette connaissance aussi de comment fonctionne Parcoursup, de comment est-ce qu'on peut se faire un réseau professionnel, comment on peut trouver aussi son choix d'orientation. Et c'est ça aussi cette question d'adulte relais. Est-ce que les uns ou les autres, vous souhaitez réagir, rebondir, évoquer un sujet qu'on n'aurait pas évoqué ? Il nous reste un petit peu de temps. Pour moi, le mot de la fin, mais j'aime bien vous embêter, je crois que je suis né pour ça. Sur les pratiques, je vois 0,7% vont sur Pornhub. Enfin, c'est une marque, hein, Pornhub, bien sûr, c'est les sites pornographiques. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'à Fronton, c'était quand même des mythos, mais c'est pas grave. C'était juste, je voulais le souligner quand même. Voilà, c'est pas 0,7. Voilà. Non, mais pour être sérieux, 2 secondes, c'est pas 0,7, c'est 50% au collège et puis c'est 100% au lycée. Hein. Est-ce que c'est un problème du point de vue du développement psychologique ? Non. Est-ce que c'est un problème du point de vue de la moralité ? Ça dépend de la moralité de chacun. Voilà. Eh bien, nous venons d'aborder le problème de la pornographie en 1 minute 30, bravo. Est-ce que vous voulez réagir à ça, du coup ? Non. Très bien. Très bien, sur le chat, est-ce qu'on a des réactions ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites ? Bon, je vois Mathieu sur son portable, donc c'est qu'il ne doit rien se passer sur le chat. Rien ne se passe sur le chat. Alors je propose qu'on conclue et qu'on finisse. Je voulais présenter un peu le dispositif qui a été mis en place par l'EC Grand Sud, c'est ça le terme exact. Donc, pardon, j'ai un grand signe, mais j'ai dû dire une connerie. Ah non, c'est bien, j'ai un pouce en l'air, donc un like, ça veut dire que je suis bien. Très bien. Alors peut-être on va retourner une des caméras et on va pouvoir filmer un peu. Alors, je propose qu'on filme avec cette caméra, qu'on filme déjà les 2 autres cadreurs déjà. Alors est-ce qu'on peut avoir vos prénoms ? Alors moi c'est Camille et je suis en service civique au Parcours laïque et citoyen, un dispositif qui a été mis en place en 2016 par le conseil départemental. Et donc j'ai intégré le Parcours laïque et citoyen chez l'EC Grand Sud en octobre 2021. Merci. Moi c'est Sielski Thomas et je suis en 208. Okay. D'accord. Et est-ce que tu veux bien, c'est vrai que je vous ai même pas demandé si vous vouliez être filmé en fait, c'est peut-être un problème, est-ce que ça te va du coup ? Et ben moi c'est Maëlle, je suis en 209. Okay. Voilà. Donc on est d'accord, pour vous deux c'est de l'improvisation, du coup vous aviez jamais fait ça avant, c'est la première fois, donc il y avait ces 3 caméras du coup, et cette régie, on peut filmer notre réalisateur. Ton prénom j'ai oublié. Moi c'est Quentin, bonjour. Voilà, donc qui ont mis en place tout ce dispositif pour qu'on puisse voilà, être en direct sur le LEC. Évidemment, il y a derrière Quentin, on voit Mathieu qui est passé en plateau et qui est le coordinateur et qui nous a tous coachés sur cette belle expérience. Et bravo Mathieu et bravo à toutes les équipes du coup, qui ont mis en place tout ça. C'est vraiment très chouette. J'ai une petite liste de remerciements. On voulait remercier bien sûr le lycée Pierre Bourdieu de Fronton pour son accueil. C'est quand même très rare de pouvoir avoir ce genre d'expérience dans un lycée. Et vraiment un grand merci, un grand bravo à toutes les équipes qui nous ont permis ça. On voulait remercier du coup la communauté de communes du Frontonnais, pardon, du coup qui... Voilà, on peut les applaudir aussi, évidemment. On en a déjà parlé, l'association LEC Grand Sud,
et le CAGE, donc le centre d'accueil jeune de la communauté de communes du Frontonnais, et Service Projet Innovant, c'est ça, hein, j'ai tout bon. Du coup, on les remercie parce que c'est les partenaires et c'est les acteurs de tout ça. Un merci au conseil départemental de la Haute-Garonne, sans qui on ne pourrait pas monter ce projet. Un merci à vous tous les intervenants, merci à toi Pierre, merci Eric, merci Yann, merci à vous trois, c'était chouette de vous avoir là, cette belle brochette de fromage, parfait, qui venait cocher. Merci Mélissa du coup d'être venue avec nous, merci à Guillaume, mon collègue de Synapse qui était là avant sur la première heure. Merci à vous, du coup, qui est venu, qui vous êtes prêté au jeu de venir discuter avec nous. C'était chouette. Merci à vous quatre. Merci à vous trois derrière qui étiez à la première heure avec nous. Et voilà, et je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus et puis se dire au revoir. Merci.